On va commencer tranquillement. Ce que je vais vous demander, Monsieur Pic, c'est de vous présenter. Volontiers. D'accord. Une fois la présentation, on va passer aux questions, aux échanges de questions. Comme ça, vous nous ferez découvrir votre programme par rapport à vos réponses. Voilà, donc vous avez un micro-cravate. Oui. Donc pour tout le monde, c'est bon. Donc voilà, Monsieur Pic, vous pouvez vous présenter. Alors, bonsoir. Merci tout d'abord de votre accueil. Ça me fait très plaisir de terminer cette campagne de premier tour ici. Je l'avais commencé dans mon quartier de naissance qui est Moulins-Potannerie. Je le termine à Lomelay. C'est un quartier pour lequel j'ai une sympathie toute particulière et en particulier pour son comité de quartier que je cite souvent en exemple pour la qualité de ce qu'il fait et en particulier toutes les opérations Je pense donc je vote et vous savez que j'ai toujours essayé de vous soutenir dans la mesure de mes possibilités modestes d'un conseiller municipal d'opposition, mais je trouve vraiment toujours très bien les initiatives que vous prenez. Alors donc, je m'appelle Max-André Pic, ça je suppose que vous avez commencé à vous habituer à mon nom et à mon prénom. Je vais avoir 50 ans dans quelques semaines, j'ai 4 enfants, 4 garçons, d'ailleurs l'un d'entre eux est dans la salle, mon troisième Pierre. Je suis directeur commercial dans une grande entreprise d'autoroute et je fais de la politique depuis 1994-1995. J'en avais fait étant jeune à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, où j'avais collé quelques affiches pour lui dans les années 73-74. J'avais ensuite complètement arrêté parce que j'ai beaucoup été dans le milieu associatif, où je me suis occupé de jeunes au sein de l'association des scouts de France, où j'ai eu un peu tous les rôles. J'ai même été responsable national de cette association. Et puis en 1990, André Diligent, qui était alors le sénateur-maire de Roubaix, m'a proposé de devenir son directeur de cabinet, parce que celui qu'il avait, qui s'appelait M. Van Dierendonck, qui s'appelait toujours comme ça, était devenu entre-temps premier adjoint au maire de Roubaix. Et donc j'ai remplacé René Van Dierendonck au poste de directeur de cabinet auprès d'André Diligent pendant 2 ans. Ensuite, je suis parti dans le secteur privé. Et puis, 2 ans plus tard, une autre personnalité politique roubaisienne, le docteur Guizel, m'a contacté pour me proposer de préparer les élections municipales qui avaient lieu en 1995. Et j'ai donc fait partie de tout un groupe de travail avec lui pour réfléchir à un certain nombre de propositions que nous pourrions faire pour les élections de 1995. Il m'a même demandé de négocier avec le premier adjoint au maire, Van Dierendonck, qui entre-temps est devenu maire. Il a remplacé M. Diligent qui avait des problèmes de santé. Et puis on a négocié sur la composition de la liste. Et puis bon, 95, on a été élu. J'ai été adjoint au maire pendant 3 ans. Et en 98, M. Van Dierendonck a fait son premier virage politique. C'était pas le dernier, mais enfin c'était un important. Il était UDF et suppléant d'un député RPR, excusez-moi de vous le rappeler, mais enfin c'est intéressant, et puis d'un seul coup il nous annonce en 98 qu'il est socialiste, et qu'il n'envisage pas de demander aux Roubaisiens ce qu'ils en pensent. Et que qu'on change d'avis, après tout, on peut considérer, comme on le dit, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, qui ne se trompent pas, mais quand on se fait lire sur une étiquette, on n'en change pas à mi-mandat. Donc j'ai été le voir, je lui ai demandé de démissionner. Collectivement, pas lui à titre personnel, mais collectivement, qu'on repasse devant les électeurs, il a refusé. J'ai donc, moi, démissionné de mon poste d'adjoint au maire, considérant que je ne remplissais plus le mandat pour lequel les Roubaisiens nous avaient désigné, que le contrat était cassé de mon point de vue. Et depuis cette époque, je suis conseiller municipal d'opposition. Voilà, et je suis en même temps élu à la communauté urbaine de Lille. Alors, j'ai lancé un appel. Alors, j'ai l'année dernière été candidat aux élections législatives, vous le savez, dans la 7e circonscription, donc ça ne concernait pas votre quartier. J'étais sur l'autre partie de Roubaix, comportant M, Lycée-Lannoy, Lers, Toufflers, etc. Et n'étant pas investi par mon parti politique qui est l'UMP, j'ai donc décidé d'être candidat libre et indépendant, parce que je n'étais pas d'accord avec les choix qui avaient été faits par le parti politique dont j'étais le responsable local.
que je considérais que la venue de Salim Kasset ne correspondait pas à la volonté des militants qui avaient décidé que je serais candidat et pas lui. Et donc je suis parti en candidature indépendante, j'ai été suspendu de mon parti politique et j'ai fait un score intéressant quand même de 18%. Je passe sur les détails de Salim Kasset qui de la 7e circonscription s'est retrouvé dans la 8e et donc vous avez eu comme candidat du coup entre autres sur le quartier de Lomelay et des suites et fins de cette affaire. Voilà. Donc depuis, j'avoue qu'à cette occasion-là, j'ai gagné beaucoup en indépendance et en autonomie. Déjà, c'est un penchant assez naturel chez moi, donc il n'a pas fallu me pousser beaucoup. Mais cette occasion m'a permis de m'affranchir complètement de toute contingence politique au sens parti politique. Et donc, je savais qu'en étant candidat à cette élection législative, et si je faisais un score honorable, ce qui a été le cas, j'ai fait à peu près 18% sur Roubaix, je me lancerais dans les élections municipales à suivre, car je sentais déjà à l'époque mon ami Arnaud Vespirène entendre quelques sirènes de la part du maire de Roubaix et que, n'ayant pas forcément envie de faire campagne, il se voyait bien d'entrer rejoindre le maire de Roubaix, ce que d'ailleurs il a fait quelques mois plus tard. Voilà. Je me propose du coup de faire une liste de large ouverture, de large rassemblement, en faisant un appel à tous les Roubaisiens de bonne volonté. C'est un appel que j'ai fait au mois d'octobre, qui a été entendu d'ailleurs très largement et qui a été relayé, qui a permis à beaucoup de personnalités, de Roubaisiens, vous, moi, des gens vraiment de tout milieu, de tout quartier, de venir me rejoindre et de réfléchir ensemble à ce que nous souhaitons faire pour que ça change à Roubaix, puisque vous le savez, mon premier slogan c'était « Il faut que ça change », parce que vraiment je considère que dans les quartiers les choses vont très mal et qu'il est urgent de réintervenir dans les quartiers. Et nous avons constitué un projet, nous avons accueilli un certain nombre de personnes, on a accueilli quelques personnalités très importantes, dont Christian, qui est à mes côtés, Christian Masse, et nous sommes partis dans cette aventure, donc d'une équipe où la grande majorité des membres n'ont aucune carte politique, et dont une petite partie a une carte politique, certains à l'UMP, ce qui est d'ailleurs mon cas, je ne m'en suis jamais caché, d'autres, comme Christian Masse par exemple, au MRC, donc le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, d'autres peuvent être issus du Parti Socialiste, du Modem, etc. On n'a jamais regardé ni demandé à quiconque qui voulait venir et s'investir avec nous, quelles étaient ses origines, qu'elles soient politiques ou autres, ça ne nous intéressait pas. Ce qu'on voulait, nous, c'était des gens qui avaient envie de faire, envie de changer et qui étaient plein de bonne volonté. Voilà. Et je n'ai pas été déçu parce qu'on a une équipe très sympa, très intéressante, très mobilisée, qui a vraiment envie de proposer autre chose à Roubaix. Très bien. Donc on va lancer les débats, d'accord. Donc la question en fait dans la salle. Avant, s'il y a des portables ouverts, si vous voulez bien éteindre vos portables ou les mettre en sourdine, parce que dans le micro ça passe et Sophie elle dit j'entends que ça sonne. Voilà. Voilà, c'est un petit truc technique. Hein. Oui. Donc la première question. Dans le micro. Oui, bonsoir, monsieur Pic. Bonsoir. Alors ma première question c'est si dans 15 jours, le 16 mars, vous êtes élu maire, quelle sera votre première action concrète? La première, quand vous entrez, vous réunissez votre conseil, vous faites quoi exactement pour changer et pour aller dans le sens du changement? Alors, je l'ai écrit, donc je pourrais reprendre, et d'ailleurs peut-être Pierre, si tu pouvais m'apporter le document, parce que vous voyez, comme ça, comme j'ai écrit, vous n'allez pas pouvoir dire que je ne vais pas faire ou ne pas dire, je m'y suis engagé, ça va être plus simple. Mais la première, vraiment, j'ai presque envie de dire sans note. Là, concrètement, à chaud, vous arrivez, quelle est votre première action? J'y ai pas réfléchi comme ça, parce que c'est pas une chose qu'on peut faire. Je l'ai pas raisonné comme ça. D'abord, parce que, en plus, j'ai pas un fonctionnement personnel ou individualiste. Je fonctionne de manière très collective. Et donc, c'est vraiment avec mon équipe qu'il faudra qu'on réfléchisse à s'il y a une chose symbolique à faire pour commencer, ce que l'on ferait comme chose symbolique.
Moi, je pense que la première chose qui me vient comme ça, ce serait de fixer un calendrier des conseils municipaux que je veux faire dans les quartiers. Oui. Puisque c'est une des mesures importantes que l'on propose, et je pense originale. On propose qu'un conseil municipal sur 2 se passe dans un quartier. Et qu'on tourne de quartier en quartier. Et que, au-delà du symbole qui est de dire on retourne enfin dans les quartiers, et je pèse chaque mot, on retourne enfin dans les quartiers, c'est vraiment de dire nous serons des élus de proximité et du quotidien. Parce que on le sent, et toute cette campagne nous l'a confirmé, que les Roubaisiens se sont sentis abandonnés, qu'on ne répond pas à leurs souhaits, qu'on ne répond pas à leurs courriers, qu'ils n'obtiennent pas rendez-vous auprès des élus, qu'on leur impose un certain nombre de projets sur lesquels ils n'ont pas été concertés, etc. Et nous, vraiment, on veut complètement inverser ces logiques-là, et que c'est peut-être par ça que je commencerai. Et s'il y a une deuxième chose, c'est que immédiatement je demanderai au directeur général des services, que je ne connais pas très bien d'ailleurs, de changer sous 8 jours le système du courrier pour être sûr que les courriers qui sont adressés à des élus arrivent à des élus et qu'il y ait des réponses sous 8 jours. C'est un engagement que j'ai pris avec l'équipe, et je pense que ça, on peut le faire très très vite, comme la décision de faire des conseils municipaux dans les quartiers. Voilà, c'est peut-être ça que je ferai, en annonçant la date du premier conseil municipal de notre majorité qui aura lieu le jeudi 24 avril. D'accord. Une autre question dans la salle ? Donc j'ai pu poser, j'en avais préparé 5, j'ai pu en poser 3 à M. Van der Hendonck. Je vais reprendre l'une qui a été faite. On s'est aperçu qu'à l'occasion de cette campagne, le maire revenait sur le terrain et allait questionner. C'est un peu votre cas d'ailleurs, parce qu'il y a sans doute bien longtemps, en vous rasant, que vous pensez vous présenter en tant que maire de Roubaix. Et tout le monde se met en route un mois avant les élections. On n'est pas dupes les uns et les autres, c'est bien sûr pour acquérir nos voix. Est-ce que vous pourriez vous engager, si vous étiez élu, à faire cet exercice pendant une petite période, vous ne pouvez pas consacrer votre temps à ça, mais tous les 2 ans, de revenir dans les quartiers, de les écouter, de refaire un peu de porte-à-porte pour les gens qui ne viennent pas aux réunions, ils sont plus nombreux que ceux qui y viennent. Donc, ce que vous avez appris avec intérêt, c'est en allant sonner aux portes. Est-ce que vous vous engagez à le faire, on allait dire tous les 2 ans, pour prendre le pouls et pour savoir ce qui ne va pas dans votre administration, si c'est vous qui êtes élu? Voilà, merci. Alors, j'ai d'ailleurs presque répondu déjà à la question, puisque quand je dis que nous proposons qu'il y ait un conseil municipal dans les quartiers et qu'on tourne de quartier en quartier, si vous regardez, il y a en gros 13 quartiers à Roubaix, 10 conseils municipaux par an, donc on en fait 5 par an, donc vous voyez que ce n'est pas tous les 2 ans, mais tous les 2 ans et demi qu'on revient dans le quartier. Ou 3 ans peut-être, il y aura peut-être des décalages de quelques mois. Donc, vous voyez, je ne dis pas tous les 2 ans, mais je dis qu'au moins un conseil municipal dédié au quartier de Lomier aura lieu tous les 3 ans à peu près, approximativement. Bon. Non, mais attendez. Alors, et non, justement, c'est pas un conseil municipal classique, parce qu'autrement, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez raison, un conseil municipal classique, personne n'a le droit de prendre la parole en dehors des membres élus du conseil municipal. Effectivement, ça n'aurait aucun sens. Ça, c'est de la... C'est pour la beauté du jet, ça c'est de l'esbrouf, ça n'aurait aucun intérêt. Non, l'idée est bien de faire un ordre du jour en 2 parties. Une partie qui aborde, comme tout conseil municipal, les questions générales liées à la ville, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Et puis une deuxième partie d'ordre du jour où on ne parlera que du quartier de Lomelay quand on sera à Lomelay. Et en donnant évidemment la parole à celles et ceux qu'on aura contacté avant, avec qui on aura préparé le conseil municipal. Donc c'est le comité de quartier en tout premier lieu, bien sûr, c'est le centre social, c'est le comité des fêtes, c'est des associations significatives du quartier, et bien sûr on appellera à la possibilité pour des habitants qui ne sont pas forcément membres d'association de participer à un moment ou à un autre à des réunions de préparation, bien évidemment. Mais autrement, au-delà de ça, on a aussi d'autres moyens d'être en contact avec la population et que nous proposons. J'ai évoqué le courrier, nous on dit on répondra à tous les courriers sur 8 jours. Je vous assure que ça a l'air tout simple, mais c'est une révolution. Personne n'a de réponse au courrier envoyé en mairie. Troisième élément,
on utilisera des techniques extrêmement simples que d'autres villes utilisent, mais pas à Roubaix. C'est par exemple de dire, une fois par mois, un soir par mois, le maire et les adjoints au maire seront présents en mairie, à côté de leur téléphone, et vous pourrez les appeler. Dans certaines villes, c'est une opération qui s'appelle Allo Mairie ou Allo Monsieur le maire, enfin il y a différents noms possibles, peu importe d'ailleurs. L'occasion de 18h à 20h, par exemple, d'appeler et puis d'avoir des personnes. Alors on sait bien que les premières fois, souvent, il y a beaucoup plus d'appels et donc le maire ou les adjoints n'ont pas toujours la possibilité de répondre à tout le monde, mais enfin, au-delà de l'effet de curiosité de la première ou de la deuxième fois, les choses en général se régulent et puis finalement ça vous permet d'avoir accès directement à l'élu. Pas un 08 hein, surtout, parce que c'est... Non, mais c'est le numéro du standard de la mairie, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc ça coûte zéro. Quoi. Le standard de la mairie permet de recevoir 50 ou 100 appels en même temps, enfin, j'en sais rien, enfin, il permet d'en recevoir suffisamment. Donc là il n'y a pas de souci de ce point de vue. Bon, voilà, c'est tout bête. Mais ça vous donne un accès direct avec des élus qui eux-mêmes n'ont pas toujours le temps de faire le porte-à-porte dont vous parlez. Parce qu'évidemment, on est pris par un quotidien. Une ville comme Roubaix, c'est très lourd à gérer. Et donc, refaire du porte-à-porte au quotidien, c'est pas forcément facile. Enfin, parce que ça demande du temps. Pendant ce temps-là, il y a des dossiers qui n'avancent pas. Enfin bref, vous êtes toujours torturé dans votre agenda entre différentes choses. Voilà autre chose. Autre point, vous savez que j'ai utilisé une autre méthode qui est l'enquête téléphonique par des messages préenregistrés. Normalement, si vous avez un téléphone fixe et que vous n'êtes pas en liste rouge, vous avez dû m'entendre vers la mi-janvier vous appeler, faire un message et vous poser un certain nombre de questions. C'est une technique simple qui ne coûte pas très cher et qu'on peut tout à fait refaire autant de fois que nécessaire si une question importante se pose. On peut même imaginer de le faire pour un quartier, puisque la technique permet d'à peu près regrouper les téléphones par quartier. Et là aussi, ça peut être de poser des questions, que vous puissiez y répondre, qu'on prenne en compte, et toujours en transparence, c'est-à-dire en donnant les réponses, l'intégralité des réponses, dans l'anonymat des personnes, mais à l'inverse, en toute transparence. Voilà différentes choses, vous voyez, que l'on peut utiliser et qu'on a intention d'utiliser. Alors vous pouvez me dire, oui, vous dites ça, on est à quelques jours du premier ou du second tour, alors vous promettez, bons et merveilles, que ça va être formidable et que tout va changer. Oui, d'accord. C'est vrai, je vous demande de me croire en partie sur parole, mais en partie seulement. Parce que je vous rappelle quand même, et j'espère que le comité de quartier qui était déjà là à l'époque pourrait en témoigner, j'ai été adjoint au maire pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, le samedi matin, monsieur, un samedi matin sur 2, j'étais à pied dans les quartiers avec les comités de quartier pour voir ce qui s'est passé et régler les problèmes. Un samedi matin sur 2, je peux le prouver si tant est que vous mettiez en doute, mais je suis sûr que non. Les comités de quartier, qui en plus politiquement ne sont pas tous favorables d'ailleurs, n'ont jamais dit le contraire de cela, parce que je suis quelqu'un qui est fondamentalement quelqu'un de terrain. Moi, je ne sais pas rester dans un bureau enfermé à gérer des dossiers. Il faut de temps en temps, ce sera nécessaire, mais moi, j'ai besoin du contact des gens. Et regardez comment j'ai mené ma campagne. Vous ne m'avez quasiment jamais vu dans mon local de campagne. Bon, parce que j'estime que je n'ai pas à être là. Moi, je suis à la rencontre des gens, j'ai envie de leur parler, parce que je les aime bien. Moi, les Roubaisiens, ils ne me font pas peur. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, moi au contraire je suis très à l'aise avec tout le monde pour discuter, pour avancer sur les choses, et de temps en temps on ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave, et toi de temps en temps on va un petit peu se fruter, c'est pas un drame. L'essentiel c'est ce qu'on a dit en début de soirée, tant qu'il y a le respect des personnes, tant qu'on sait s'écouter, vous savez, on est entre gens adultes, on va toujours trouver des solutions. Voilà, donc c'est ma façon d'être. Point, parce que je suis comme ça. Vous savez, je suis pas un commercial pour rien. Vous avez des commerciaux qui n'aiment pas voir les gens. Hein. Bien, on va faire une petite pause parce qu'on a un petit souci technique avec la télé. Voilà. D'une ville qui a d'énormes besoins et j'irai chercher l'argent où il est et auprès de celui qui en proposera le plus pour la ville et dans l'intérêt général de la ville. Voilà.
Très bien, donc on va pas... Alors, je rappelle, parce qu'on a 2 spectateurs là, donc on s'excuse pour le problème technique qu'on a eu. Hein, on a été... Voilà. On a du petit matériel, donc bon. Hein, c'est le démarrage, donc il faut être un petit peu... C'est déjà très bien de le faire. Voilà, indulgent. Donc, je dis pour les spectateurs, en fait, s'ils veulent tchatcher avec nous et poser des questions à monsieur Max-André Pic, qui n'hésite pas, donc l'adresse est là. Hein, donc, canal La Télé de Roubaix, c'est sur irc.free.fr. Voilà. Donc, on reprend nos débats. Donc, pour la prochaine question, qui avait une question, c'était Dominique. Hein. Dominique, si tu veux bien t'approcher du micro, s'il te plaît. Donc, ouais. Et on essaie de faire des réponses... Oui, j'essaie d'être plus court, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Tu gardes bien le micro près de là. Ouais. Je m'appelle Dominique. Bon, j'habitais rue de Collège. Oui. J'habitais rue de Collège. Et bon, j'avais un propriétaire qui m'a envoyé une lettre recommandée à plein hiver, qui voulait mettre en local un magasin. Et que bon, il n'avait pas le droit à plein hiver d'après plein hiver. Absolument. Et en plus, j'ai perdu d'immeubles. J'ai perdu un immeuble. Et il m'a accusé que c'est moi qui ai amené le cafard. Et après, j'avais le monsieur des locataires qui me fait le compte ça, et qui me donne de l'argent, et qui n'arrive pas à me rembourser. Alors je voudrais savoir comment on fait. Même le machin locataire, il ne bouge pas. On a plus, ma femme a un téléphone, comme je ne sais pas lire. C'est ma femme qui téléphone, elle a envoyé des lettres, et il ne répond pas non plus aussi. Alors bon, elle me dit, il faut vous adresser au machin locataire. Je voudrais savoir si vraiment les locataires bougent pour le machin locataire pour se défendre quand même. Alors, vous devez, sans pouvoir répondre précisément à votre affaire, parce que je ne la connais pas, elle mériterait qu'on la regarde de plus en détail. Dans le principe. Puis des lettres recommandées qui ont envoyé. J'arrêtais pas à voir les lettres recommandées par lui. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle le CIAVIC et qui aide. Je sais pas lire, et puis je travaille l'après-midi. Oui, non mais et qui sont ouverts, je crois même aussi le samedi matin, ils sont ouverts. Enfin bon, il faudrait regarder s'il y a la possibilité, mais eux peuvent vous aider, vous renseigner sur ces questions-là. Il y a également un service logement en mairie qui devrait normalement être en capacité de vous donner... la mairie alors, en plus. Bon. Donc, si vous voulez, là il faudra. Donc, je ne peux pas répondre, parce qu'il faudrait vraiment qu'on ait l'ensemble de votre dossier. Depuis quand vous êtes locataire, qui était locataire avant vous, quels sont les loyers, enfin, quel est votre bail, enfin bref, il y a des choses à regarder. Il a cassé le bail alors. Il a cassé le bail alors, d'après. Il a cassé le bail, il a coupé le bail. Alors, par contre, ce qu'il faut, c'est que ça me permet de parler en même temps de tous ceux qui, comme vous, êtes dans des logements en mauvais état. Qui peuvent être des logements quelquefois insalubres, c'est peut-être pas votre cas, mais ça peut ou des logements dangereux quelquefois parce qu'ils ne sont pas aux normes de sécurité habituelles, et c'est sans doute votre cas. Alors nous avons là-dessus des positions extrêmement fermes. J'en ai par-dessus la tête que des propriétaires privés vivent de la misère des gens, et non seulement vivent de la misère des gens, mais les mettent dans des logements et des taudis qui sont absolument honteux. Ça dure dans cette ville depuis des années, personne ne s'en occupe, je vous garantis que je vais m'en occuper, parce que d'abord... Vous allez le faire alors, si vous êtes élu, vous allez le faire. Alors ça, je vous assure que s'il y a bien une chose, que madame disait, je vais commencer par quoi? Bah allez, alors je change, on peut commencer par ça, mais c'est forcément un peu plus long ce que je vais dire là, donc ça va prendre quelques semaines. Mais les inspecteurs d'hygiène et de salubrité qui existent dans cette ville, qui sont payés par nos impôts, ils vont retourner où il y a des choses à faire, c'est-à-dire dans votre logement et dans tous ces logements insalubres, honteux, pour lesquels vous payez un loyer beaucoup trop élevé, parce que vous devriez à la limite pas payer du tout pour des logements de ce niveau-là, et on va remettre les propriétaires, je vous assure, dans le droit fil. Et si ça leur va pas, on fera les travaux à leur place et on demandera aux impôts d'aller leur chercher l'argent où ils l'ont. On a les lois pour le faire, on a les réglementations pour le faire. Je trouve scandaleux que dans cette ville, depuis le temps que ça dure, on ne les ait pas mises en œuvre. Et bien je vous jure, excusez-moi de le dire comme ça, que je le ferai et qu'on va le faire vite, fort, et que ça va faire mal. Et que ces propriétaires indélicats, pour ne dire qu'un mot raisonnable, ils ont qu'à bien se tenir. Je vous assure que si on est élu le 16 mars, ils ne vont pas s'amuser longtemps.
On va sonner la fin de la récréation et vite. Moi, j'en ai par-dessus la tête des gens. Monsieur, vous n'êtes pas seul dans cette situation, ça vous fait une belle jambe, hein, ce que je dis. Mais il y a des milliers de Roubaisiens qui sont dans votre situation et on laisse faire et on laisse dire, etc. C'est terminé. Je n'accepterai plus ce genre de choses. J'irai moi-même s'il faut sur place à chaque fois. Je ferai le tintamarre qu'il faut, mais ça, je vous assure qu'on ne va pas laisser faire. J'étais adjoint au maire que 3 ans. En 3 ans, je peux vous dire que j'ai fait démolir 500 immeubles abandonnés par des propriétaires qui faisaient n'importe quoi. Et bien, depuis on a arrêté, il y en a à nouveau 2000 ou 2500 à Roubaix qui sont dans la situation. Je vous assure que je vais y revenir et qu'on va diminuer ce stock-là. C'est honteux. Voilà, excusez-moi d'être un petit peu énervé, mais c'est des sujets qui m'énervent. Oui, ça m'énerve. Une autre question, là, Leïla. Si, des choses comme ça, monsieur, il faut être indigné. Si on ne l'est pas, c'est on s'en fout, quoi. Pour arrêter la politique, oui, en plus, je suis assez d'accord avec vous. Si on n'a pas un peu de capacité d'indignation, il faut arrêter la politique. Monsieur Pic, oui. Je voudrais vous poser une question. Vous faites quoi pour les jeunes qui sont de 13 à jusqu'à 18 ans, qui sortent de l'école et qui n'ont rien à faire dans des quartiers et qui foutent la pagaille? Alors, qui tiennent les murs. Qui tiennent les murs. Oui, oui, c'est l'expression qu'on connaît tous, ça, oui, qui tiennent les murs. Alors, c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que vous savez qu'on est la ville la plus jeune de France. À peu près 45% des Roubaisiens ont moins de 25 ans, donc les jeunes sont majoritaires à Roubaix. C'est bien. C'est d'abord un atout, c'est d'abord une qualité, c'est d'abord une formidable possibilité d'avenir pour cette ville. Donc c'est très très bien. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sortent du système scolaire sans diplôme, sans formation, beaucoup d'entre eux même sans connaître bien la lecture ou l'écriture. Et on est dans une époque où si vous n'avez pas ces bases-là, et que vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans sans expérience, vous ne trouvez pas de boulot. Enfin, faut regarder les choses en face. On a donc un niveau de chômage des jeunes à Roubaix qui est considérable. Dans certains quartiers, on parle de 50, 60% des jeunes en âge de travailler qui sont au chômage. Au niveau de la ville, c'est plus de 30% des jeunes qui sont au chômage. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, personne n'a de baguette magique et on ne va pas claquer des doigts et régler le problème. Ça va être long, ça va prendre du temps et ça va coûter beaucoup d'argent. Ça passe par la formation. Pas celle de l'école. S'ils sont sortis de l'école, c'est que ça ne leur convenait pas. Ou que l'école n'était pas adaptée pour eux. On peut le dire dans les deux sens, les deux sont probablement en partie vrais. Il faut donc les mettre dans un autre système de formation d'adultes. Jeunes adultes, mais d'adultes. Ça, c'est le conseil régional qui est le seul responsable des politiques de formation continue et de formation professionnelle. Nous demanderons au président du conseil régional de mettre le paquet à Roubaix, de faire un plan d'urgence prioritaire pour qu'à Roubaix, on propose des vraies formations. Pas des petits stages d'initiation à l'informatique qui n'avancent à rien. Pas des petits stages de réflexion sur l'orientation de je sais pas quoi et de je sais pas qui. J'ai encore eu quelqu'un au téléphone ce matin qui en est à son 5e stage de remise à l'emploi. Mais on va où, quoi? À quoi ça sert tout ça? Ça n'a plus de sens. Donc c'est vraiment on occupe les gens. Mais non. Donc il faut vraiment. Alors pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut mobiliser le conseil régional, évidemment. Mais en même temps, il faut dire au conseil régional quel genre de formation il faut faire. On sait que dans le bâtiment, il y a beaucoup de demandes. On sait que dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les services informatiques, il y a des grosses demandes. Eh bien, il va falloir attaquer dans ces domaines-là. Mais en même temps, il faut regarder quelles sont les entreprises qui ont besoin d'emploi et de recruter, de manière à ce qu'on mette en face des gens qui sont des demandeurs d'emploi et de faire qu'ils se rencontrent. Or, sachez madame que la ville de Roubaix est la seule ville de France à ne pas avoir d'adjoint au maire aux affaires économiques et à l'emploi. Bah si. Facile à vérifier, internet, villederoubaix.com, et vous regardez les adjoints au maire avec leur délégation.
à Roubaix, il n'y en a pas. Un service économie aussi. Alors, oui, il reste 2 personnes au service économique. Ah ben, je serais curieux de le savoir, effectivement. Mais à mon avis, dès le 17, je lui poserai la question à la personne. Mais, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'il fait effectivement de ces journées. Mais, c'est une autre question. Donc, si vous voulez, donc quand on dit que le développement économique et l'emploi, c'est prioritaire, ce que j'entends de la part du maire de Roubaix, je constate que la réalité immédiate est évidemment pas du tout celle-là. J'en suis désolé, le constat est cruel. Bon. D'ailleurs, on n'entend parler que d'entreprises qui partent. Est-ce que la dernière implantation économique d'importance, qui peut m'en citer une? Il y a longtemps, oui. Oui. Bah oui. C'était bah oui. Votre silence me suffit pour la réponse. Par contre, des entreprises qui partent, Finaref, la maternité Saint-Jean, maintenant c'est à la Victoire que vous devez partir, la mutuelle de la famille, les assurances Vespirène, Swiss Life qui sont en train de partir à Ouescal, le bâtiment est en cours de construction, la caisse d'épargne, le siège régional qui dégage également à Lille. Alors on y met les decks à la place, mais c'est quand même... Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas négligeable. Les decks à Roubaix... Excusez-moi, mais je pense que l'un n'empêchait pas l'autre. Dans le commerce, une école EDEC à Roubaix, moi je pense déjà mettre mon fils dedans, excusez-moi, parce que l'EDEC à Lille... Bah à Lille, vous auriez pu le mettre aussi, hein, c'est quand même la même chose. Hein. Ça change rien. Ça redonne, entre guillemets, mais madame, moi, l'idée aux Roubaisiens de... Oui, mais moi sincèrement, je préfère... de la ville, hein. Parce que la caisse régionale, caisse d'épargne, ça ne changeait pas l'image de la ville? Si. Ah, alors s'il vous plaît, moi je préfère des entreprises... Moi je préfère la caisse d'épargne à l'EDEC. Eh ben voilà, écoutez, on est d'accord. Bon, et en plus, je ne suis pas sûr que l'un empêchait l'autre. Dont on parle. Bon, c'est un débat. Peut-être que la vraie réponse, c'était qu'au niveau économique, le CIR n'existant plus, ou en tout cas n'étant pas réactivé, les entreprises n'arrivent pas. Parce que c'est vrai que ce qui manque dans cette ville, c'est des outils. Oui. Donc la vraie question demain, c'est par exemple vous êtes élu maire de Roubaix, est-ce que vous réformez le plan roubaixien d'insertion? Dans quelle mesure? Est-ce que vous le déléguez sur des quartiers? Est-ce que sur la question par exemple du logement, vous mettez en place des chantiers écoles grandeur nature qui permettraient notamment à ces jeunes sortis du système scolaire d'apprendre un métier dans le bâtiment et autres? Enfin, je sais pas. C'est plus ça que j'ai envie d'entendre. J'ai pas forcément envie d'entendre ce que vous énoncez clairement, mais malgré tout... c'est un peu trop politique. Vous avez raison, on va rentrer dans le concret. On va rentrer dans le concret. Soyez un peu plus concret, s'il vous plaît. D'accord, mais en même temps, si vous voulez, il y a des constats à faire quand même. Bon, que j'ai fait. Rentrons dans le concret. Je vous dis, il faut qu'on remette les entreprises qui créent de l'emploi et les demandeurs d'emploi l'un en face de l'autre. Avec peut-être un filtre qui est la formation, d'ailleurs, hein, dans un certain nombre de cas, bien évidemment. Comment on fait ça? D'abord, moi, il y aura un adjoint aux affaires économiques et il sera aidé d'un ou deux ou trois conseillers délégués. Parce que pour nous, c'est une priorité. Ça veut dire quoi? Quel sera son boulot? C'est d'aller voir les entreprises, les artisans, les commerçants, de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs besoins? Quels sont leurs besoins d'agrandissement? Quand vous pensez qu'une entreprise comme Finaref a construit 2/3 de ses bureaux à la Madeleine parce que Roubaix ne pouvait pas leur proposer quelque chose, c'est qu'on a un vrai problème quand même. Je pense qu'ils pouvaient s'agrandir sur place. Bon. Souvenez-vous, à une autre époque, quand Camailleux a voulu s'agrandir, on l'a agrandi. On a même rasé une église pour ça. Sainte-Bernadette. Bon. Bah oui. Et il y avait à l'époque, Agence aux affaires économiques, etc. Et vous avez raison, il y a le CIAR, syndicat intercommunal de l'agglomération roubaisienne, qui était un outil économique qui a disparu, puisque c'est la communauté urbaine qui a repris les choses. Bon. Il faudrait peut-être que la communauté urbaine, à un moment, et la vice-présidente aux affaires économiques, et Madame Aubry, elle ne s'occupe pas que de Lille. Elle est maire de Lille. Je comprends bien qu'elle s'occupe de Lille, elle fait son boulot. Donc on a Eura Technologie, on a Eura Santé, on a Eura Lille, et puis on y va et on continue, etc. Parfait, tant mieux pour Lille, c'est très bien. Mais pour Roubaix, qu'est-ce que la communauté urbaine a fait depuis qu'elle a cette responsabilité, c'est-à-dire depuis 5-6 ans? Quasiment la bulle. Je suis désolé de le dire. Eh bien, il va falloir là aussi que la communauté urbaine, et ça fait partie, vous voyez, du côté, comme je suis indépendant, j'irai voir Martine Aubry, j'irai voir Marc-Philippe Debray, j'irai voir, je ne sais pas s'il y a d'autres candidats, et s'il y en a d'autres, en leur disant, bon, au niveau économique, Roubaix, vous faites quoi?
Au niveau du logement, c'est votre compétence, vous faites quoi? Vous mettez combien d'argent? Voilà. Parce que moi, je ne suis pas sous la tutelle d'un parti politique, donc je le ferai comme je voudrais. Encore plus concret à Roubaix, oui, je changerai le plan roubaisien d'insertion. Oui, je changerai la mission locale de Roubaix. Oui, je changerai la MIE. Comment? En y mettant des gens qui travaillent en entreprise et qui connaissent les entreprises dedans et en responsabilité. Les gens qui y travaillent dans ces 3 structures sont des gens souvent motivés, intéressants, qui ont envie de bien faire. Je ne leur fais aucun procès d'intention sur tout ça. Mais ils ne viennent pas de l'entreprise, pour la plupart. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent savoir des emplois qui existent dans les entreprises? Comment peuvent-ils orienter des jeunes ou des moins jeunes vers le milieu de l'entreprise? Ils ne la connaissent pas. Je ne leur en veux pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de ceux qui les ont recrutés. Donc ils ne sont pour rien. Donc mon propos n'est pas de dire, allez, on va virer tout le monde, on change. On va ajouter des agents de maîtrise, des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans, qui vous voulez. Des gens qui savent ce que c'est que la vraie vie. Et qui vont donc les aider à se professionnaliser, à poser les bonnes questions aux demandeurs d'emploi pour comprendre ce qu'ils veulent faire, à aller voir les entreprises, ce qu'ils ne font plus depuis des années pour savoir quels sont les besoins des entreprises. Quand vous pensez qu'il y a des entreprises qui quittent maintenant Roubaix, elles étaient venues pour la zone franche. Et vous savez que dans la zone franche, quand une entreprise vient, qu'elle recrute, 1 emploi sur 4 doit être quelqu'un habitant la zone franche. Et bien les entreprises qui repartent parce qu'elles n'arrivent pas à remplir cette condition. Elles ne trouvent pas le Roubaisien tous les 4 emplois nécessaires pour continuer à bénéficier de la zone franche. Vous dites, et il y a 25% de chômage à Roubaix. Vous dites, il y a un problème quelque part. il y a pour le moins un problème quelque part. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'entreprise. Donc on ne sait pas ce qu'elle cherche. Et du coup, on ne met pas en liaison. Et bien, nous, c'est tout ça qu'on veut faire. Vous voyez? Alors, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas des grandes inaugurations. Ce n'est pas des grands machins. C'est vrai. Mais je pense qu'on va être plus efficace. Je ne prétends pas qu'on fera le plein emploi à Roubaix dans 5 ans et qu'il n'y aura plus de chômeurs. Bien sûr que non. Parce qu'il y a des gens pour qui il y a un parcours beaucoup plus compliqué. Les gens qui sont au RMI depuis plusieurs années, ils ne vont pas retourner à l'emploi demain matin. On le sait. Il va falloir les aider, les accompagner, ça va prendre du temps. Il y aura des échecs, il y aura des réussites, des hauts, des bas. Évidemment, c'est ça la vie. Mais dernière chose, savez-vous qu'à Roubaix, on signe moitié moins de contrats d'insertion liés au RMI qu'à Lille? Pourquoi? Merci monsieur, c'est la seule question que je pose. C'est pas normal. À partir du moment où vous donnez le RMI aux gens, mais que vous contractualisez pas avec eux pour qu'ils progressent, ben vous les laissez en disant... Prends ton RMI et tais-toi. Eh bien, excusez-moi, j'ai un autre respect des gens, et donc je leur... Bien sûr qu'ils ont un droit, et heureusement qu'ils l'ont, le RMI. Mais il va falloir aussi, en face, leur dire, les gars, allez, on essaye de se remettre debout. Bien, on y va. Monsieur Pic, on va faire un micro-trottoir. Ce que je vais vous demander, c'est par après. Hein. C'est des réponses plus courtes. Pour que... C'est parce qu'on est sur des gros sujets, hein, c'est pour ça. Hein, mais... un petit peu. Donc, des sujets compliqués. C'est vrai qu'on ne peut pas répondre en 2 minutes. Bah oui, sur l'emploi, sur le logement, c'est compliqué. J'essaie d'être plus rapide sur d'autres choses. Bien. Donc là, on va passer un micro-trottoir. Si je ne me trompe pas, ça va être sur la rénovation des quartiers. Donc, un petit peu, hein, c'était de dire, on a bien... Je crois que c'est... Donc on a eu le problème technique, il faut que je recalme. Bon, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais grosso modo, hein, sur les micro-trottoirs... Attends, je finis sur les micro-trottoirs. Hein. Les questions qui ont été posées précédemment, je dirais, donc là, c'était la rénovation des quartiers, bien sûr, en disant, le centre-ville, on a fait beaucoup, et dans les quartiers, on nous a un petit peu oubliés. Donc, un petit peu votre avis là-dessus. Ce qu'on a eu aussi comme question un petit peu, c'était... après, hein, mais je pense qu'il y aura d'autres questions qui vont aller dans ce sens-là. Donc là, bon, on avait vu, c'était un monsieur qui parlait, en fait, qui était très content du musée, voilà. Hein, et des sorties, en fait, musée, c'était la piscine, bien sûr. Hein. Ah là, il est au parc Barbieux, là. Au parc Barbieux aussi, oui, voilà. Je reconnais. Y aura-t-il un deuxième parc Barbieux dans les quartiers nord? Nous, on propose qu'il y ait un parc dans chaque quartier. Oui, ça c'est bien. Et je peux vous dire que, en plus, quand j'étais adjoint au maire, j'en ai fait 2, dont un que vous connaissez bien, celui du Nouveau Monde, et celui du Bron de Loire, c'est quand j'étais adjoint au maire que ça s'est fait. Et donc, le précédent, M. Vanderendonck disait qu'il allait y avoir un parc aussi au niveau, que c'était dans le projet, hein, que c'était ficelé au niveau du canal.
Ouais, qu'il y aura un espace vert. Des choses à faire changer. Est-ce que vous avez des choses à faire changer à Roubaix? Il y a déjà eu beaucoup de changements. Il y a encore des progrès à faire, mais ça doit être très difficile au niveau des élus de choisir, de désigner les priorités à faire. Vous aimeriez qu'il y ait quel progrès, par exemple? Il manque peut-être dans certains quartiers qui ne sont pas centraux, disons, il manque peut-être davantage de réalisation, davantage de soins apportés à l'entretien des rues, à l'embellissement des façades. Je crois que ça demande beaucoup d'argent. Et cet argent, je ne pense pas qu'on envisage de le mettre ailleurs qu'au centre. Qui nous aide en fait une fois dans la semaine, donc on a 6 à 8 jeunes pendant une journée qui font ces micro-trottoirs. L'idée aussi c'était de se dire, les habitants ne viennent pas forcément en réunion, c'est un petit peu dur de les faire venir, c'est vrai. C'est tout ça. C'est vrai. On va à leur rencontre. Comme ça, je crois qu'au niveau des débats, c'est ce qu'il faut. Bon. Allez-y, Monsieur Pic, répondez un petit peu à ce qu'on vous a posé comme question sur les quartiers. Ça a été vraiment le constat de tout départ, de dire que les quartiers avaient été oubliés et qu'il ne fallait pas. Autant le centre-ville était à refaire, il était en train de mourir complètement, il fallait le refaire. Et je ne vais pas dire le contraire, j'ai participé au projet, à sa réalisation. Donc j'assume complètement ce projet, il fallait le faire. Mais il ne fallait pas oublier les quartiers, quoi. Et que là, véritablement, on a complètement oublié tout. Enfin, le logement, la propreté, l'entretien des trottoirs, enfin vraiment, tout est parti complètement à volo. Et notre priorité, vous le verrez, si vous l'avez vu dans le programme, il y a vraiment un fil rouge. Le fil rouge, c'est les quartiers. Nous, on veut que tout revienne dans les quartiers. On veut que la police municipale devienne une police de proximité dans les quartiers. On veut que les centres sociaux retrouvent tout leur lustre et toute leur mission, alors qu'on a municipalisé un certain nombre de leurs activités, on n'aurait pas dû le faire et on reviendra dessus. Il faut que ce soit les centres sociaux qui refassent. Il faut que les comités de quartier soient les seuls et bons interlocuteurs. Moi, je considère que les conseils de quartier, j'ai toujours pas compris à quoi ils servaient. Il faut revenir au comité de quartier, je l'ai déjà dit dans une autre réunion à la maison des associations il y a une dizaine de jours. Nous voulons créer des conseils de sages, proposés aux personnes retraitées qu'on a mis de côté de la vie de tous les jours, et c'est absurde. Il faut les remettre au centre des quartiers. Ils connaissent les quartiers, ils connaissent beaucoup de monde, ils peuvent apporter beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes. On va donc créer des conseils de sages où toutes les personnes retraitées, bénévolement qu'ils souhaitent, vont pouvoir s'impliquer dans la ville de Roubaix et être présents, et on les aidera à le faire. Vous voyez, on veut vraiment faire l'inverse. Les comités des fêtes, ils vivent, ils font des choses avec des budgets de misère. Ils ont 500 €, 1000 €, 1500 €. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais on se moque du monde. On doit leur donner de vrais budgets, quitte à diminuer d'autres budgets très fastueux qu'on utilise par ailleurs, pour qu'on retrouve de la vie dans les quartiers. La convivialité dans les quartiers a disparu. On s'ennuie à Roubaix. On ne sort plus, on ne parle plus, on ne se voit plus. Il faut vraiment qu'on revienne sur tout ça. Il manque un festival. Donc on va... Et une autre question dans la salle. Oui, bonsoir. Voilà, moi je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Voilà, je suis maman d'un petit enfant qui est porteur d'handicap. Oui. Et je trouve injuste qu'on n'ouvre pas une école pour enfants handicapés ou pour enfants porteurs d'handicap. Je suis obligée de me séparer de mon enfant l'année prochaine pour qu'il parte sur la Belgique. Alors je trouve ça pas normal, quoi. C'est plus que pas normal, madame. C'est inhumain. Non mais excusez-moi, je vous le dis comme je le pense. Sur le handicap, figurez-vous que dans notre programme, on a prévu toute une partie là-dessus parce qu'on a complètement oublié le handicap à Roubaix. C'est une réalité qui existe pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, et il faut revenir. Et nous proposons que d'abord les écoles roubaisiennes s'ouvrent beaucoup plus aux enfants handicapés. Alors ça dépend des handicaps. Il y a des handicaps quelquefois très lourds
qui font que l'enfant ne peut pas intégrer une école classique, mais beaucoup d'enfants qui ont des handicaps, je ne sais pas comment il faut dire, enfin en tout cas compatibles avec une école et avec la vie normale d'une école, sont refusés, ne doivent pas l'être. Et nous ferons une action avec les directeurs d'école, avec les équipes pédagogiques pour les convaincre qu'ils ne croient pas qu'un enfant handicapé est une charge, mais qu'au contraire, dans une école, c'est une chance. Et moi, j'en suis absolument persuadé. J'ai moi-même dans ma famille des personnes handicapées, des enfants handicapés, pas de mes enfants personnels, mais de ma famille proche. Et donc, c'est un sujet sur lequel je suis sensible. Il faut absolument leur redonner la possibilité d'intégrer. Et quand je dis dans les écoles, c'est aussi dans les centres sociaux, c'est aussi dans les centres aérés, c'est aussi dans toutes les activités. Alors, peut-être pas absolument toutes, il y en a certaines qui sont plus difficiles et auxquelles ils ne peuvent pas forcément accéder. Mais parce qu'il y a des enfants comme le mien ne peut pas rester dans une école normale puisqu'il doit travailler énormément sur ordinateur et il doit avoir des chaises spéciales et tout. Ah oui. Pourquoi pas ouvrir, il marche, mais pour travailler il est obligé d'être appuyé et il y a un matériel assez lourd à avoir, quoi. Pourquoi pas ouvrir directement, parce que je trouve qu'il y a une place énorme sur Roubaix. Oui, peut-être. Et pourquoi pas travailler avec l'éducation nationale et tout ça pour pouvoir mettre en route quelque chose, quoi. Parce que je suis pas la seule et en étant maman, c'est très difficile de laisser partir son enfant comme ça avec un étranger, quoi. Bien sûr. Question, tu sais si l'éducation nationale peut proposer ou si une ville peut impulser, parce que là, je vais vous dire franchement, je ne sais pas répondre à votre question, parce que je ne sais pas si une ville avec l'éducation nationale peut le faire en France. Je ne le sais pas, mais Christian qui connaît bien tout ça peut répondre. Alors, je ne connais pas la situation parfaite de votre enfant, mais il y a un effort nécessaire et très important à faire pour la scolarisation des enfants handicapés, et notamment à Roubaix. C'est très difficile parce qu'il y a des réticences et il faut surtout des accompagnants, c'est-à-dire des emplois jeunes, un certain nombre d'emplois qui accompagnent ces enfants constamment dans les classes. On est loin du compte à Roubaix, malgré un certain nombre de directives nationales qui ont été données à l'éducation nationale. Ça veut dire que partout, alors il y a des obstacles quand il n'y a pas d'ascenseur dans certaines écoles pour certains. Donc ça, et Max-André a tout à fait raison d'appuyer là-dessus, ça doit être une priorité. Quand nous on parle avec les directeurs d'école et on a toute une série de projets par rapport aux écoles publiques, primaires et maternelles, ça fait partie aussi de la nécessité d'accueillir, et nous donnerons des moyens aux directeurs d'école pour qu'ils puissent accueillir des enfants handicapés et aider, et ça c'est tout à fait possible, ça peut être de la compétence d'une ville, en liaison avec l'éducation nationale, les faire venir dans les écoles publiques au mieux. Il y a des méthodes pour ça, il y a des gens, il y a tous les schémas qui existent et on peut le faire dans les collèges, les lycées et dans les écoles primaires. C'est très possible. Ça. Après, il s'agit d'établissements qui relèvent soit du ministère de la Santé, mais peu du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation nationale venant derrière dans un certain nombre d'établissements. Or, dans ces cas-là, il faut un recensement général, voir la situation et se porter candidat en tant qu'élu à l'investissement dans ce type d'établissement. Et le Conseil général, non? Et le Conseil général, évidemment. Et très bon, très parti. Donc voilà la réponse, c'est une volonté politique de notre part de dire que c'est une priorité, et puis de le demander. Hein. Vous savez, madame, il faut que vous ayez le micro, madame. Vous savez, on a intitulé cette partie sur les personnes handicapées « N'ayons pas peur ». Vous me dites aujourd'hui qu'il y a tout un personnel et tout ça. Ça fait 2 ans qu'on se bat pour que Nicolas puisse avoir une auxiliaire de vie dans sa classe. Il l'a pas. Il l'a pas. Il l'a pas. Non, il y a des sous, mais il n'y a pas de personnel assez. Il y a l'argent. Alors ça c'est encore plus idiot alors. Il y a l'argent. On m'a dit il y a l'argent. Les personnes formées pour le faire. Alors voyez, regardez. Alors excusez-moi de faire le lien avec l'emploi, mais si on sait qu'il manque, il y a l'argent pour embaucher des gens, mais qu'on n'a pas les personnes, créons une petite filière de formation et dans 1 an, dans 2 ans, on aura réglé la question. Bon, vous voyez, c'est. On va passer à une autre question. Marina, s'il te plaît, si tu veux bien t'approcher. Après Marina, il y a Roger qui veut poser sa question. Monsieur Moreau, monsieur Delannoy. Alors, c'est toujours dans le domaine de l'handicap. Oui. Depuis tout à l'heure, vous parlez que des enfants, mais il y a aussi les adultes. Vous avez raison. Et à ma connaissance, à la ville de Roubaix, il n'y a pas d'accès ni pour les sourds, ni pour les aveugles. À la bibliothèque, je ne crois pas qu'il y ait des livres en braille. Je ne crois pas qu'à l'état civil, à la mairie, il y ait des personnes qui sachent parler la langue des signes. Donc je me demande, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça?
Alors, d'abord, il semblerait, je vais laisser Christian parce que là il connaît mieux que moi, il semblerait qu'il existe des choses. Braille, il y en a. Il y a la médiathèque centrale des livres en braille. Après ça, est-ce qu'il y a des gens qui parlent le langage des sourds, par exemple? Ah ça, je ne sais pas, mais je ne le crois pas. À ma connaissance, non. Mais de toute façon, sur l'hôtel de ville lui-même, il y a même impossibilité d'accéder à certains étages et à certains bureaux de la ville de Roubaix si on est en chaise roulante. Hein, si je m'excuse, dans le bureau que j'occupe dans le bâtiment latéral, il est impossible à une personne handicapée d'y accéder. Alors, une des priorités, mais je crois que c'est en route, de toute façon, ça sera de créer des ascenseurs et tout un système d'accueil qui va effectivement jusqu'aux sourds et à tous les handicaps possibles de manière à répondre à ça. Ça, c'est une priorité absolue, au moins pour les grands édifices publics de la ville. Vous savez, d'abord, il va falloir tout simplement, c'est qu'on respecte la loi. Or, la loi sur ces questions-là est extrêmement précise. Un bâtiment public doit être accessible à des personnes handicapées. La mairie de Roubaix, l'hôtel de ville n'est pas entièrement accessible. Nous sommes hors la loi, nous allons nous mettre dans la loi. De la même manière, vous savez que nous, comme toute entreprise, une collectivité locale doit recruter des salariés et doit s'engager sur un pourcentage de personnel handicapé dans ses effectifs. La ville de Roubaix n'est pas dans ces critères et paye des amendes extrêmement élevées parce qu'elle n'a pas suffisamment de salariés handicapés dans ses services. Et bien nous prenons l'engagement, à la fin du mandat, d'être au niveau que la loi exige. Ça paraît étonnant de dire qu'on est hors la loi, mais voilà des questions simples sur lesquelles on est depuis toujours hors la loi à Roubaix. Et bien nous allons simplement revenir dans la loi. Madame Duquesne. Que proposez-vous pour les malades Alzheimer qui, pour certains, ça nécessite un accompagnement 24 heures sur 24? Là c'est une colle. Moi, sincèrement, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Je regrette que de nos colistières, Elisabeth Beaugrand, qui connaît bien ces questions, ne soit pas là. Moi, je sais que l'hôpital a créé des structures déjà dans le domaine, mais se pose la question, si j'ai bien compris, des personnes qui restent à domicile. Pour certains, ou par exemple quand le conjoint continue à s'occuper de l'autre qui est malade d'Alzheimer et pour qui c'est une charge absolument terrible. Oui, et ce qui manque aussi également, c'est des accueils temporaires, justement pour permettre aux familles de souffler un peu. Mais est-ce que ça relève, madame, excusez-moi de vous reposer du coup la question dans l'autre sens, parce que c'est un sujet que je crois que vous connaissez bien et vous faites partie de l'association... présidente même du présidente même, pardon, de l'association. Je savais que vous étiez... mais bon. Est-ce que ce sont des structures qui doivent être municipales ou c'est des structures qui dépendent du ministère de la Santé ou du Conseil général? Disons que là, ça dépend quand même de la santé. Maintenant, il y a comme la structure, la résidence du Nouveau Monde. Hein, c'est vrai que c'est une équipe vraiment qui pourrait servir de modèle, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Voilà, moi j'avoue que j'ai pas beaucoup de réponses à vous apporter. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on en discute. Et vous savez que dans ma liste, il y a Elisabeth Beaugrand qui connaît bien ces sujets. Il y a le docteur Danquan qui est également dans l'équipe et qui sont très 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 sensibles à ces questions. Malheureusement, mais vous savez, ça peut vous surprendre que je vous dise je ne sache pas, mais on ne peut pas tout savoir quand on veut s'occuper d'une mairie parce que les sujets sont tellement vastes et complexes que je préfère vous dire je ne sais pas mais on va regarder que de vous annoncer je ne sais pas quoi de sans intérêt et qui ne correspond pas. Monsieur Pic, ce n'est pas une question qui tue, je vous le dis tout de suite. Deux, ça fait beaucoup. Non, voilà. J'avais vu dernièrement avec Monsieur Mas que Roubaix comptait 15% d'habitants qui avaient plus de 65 ans. Alors j'aurais aimé savoir ce que vous comptiez faire pour garder les Roubaisiens à Roubaix. Et en plus de ça, disons ça c'est lié pour faire venir les commerces de proximité. Merci. Alors déjà, quand vous voyez, quand on entend le chiffre de 15% seulement, c'est un chiffre très bas de personnes retraitées hautes de plus de 65 ans à Roubaix. Ça pose donc la question de dire comment se fait-il qu'il y en ait aussi peu. Bon. Je pense que la réponse elle est assez simple, c'est qu'ils partent. Bon. Ils partent parce que ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont envie d'être tranquilles, qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont propriétaires de leur appartement ou de leur maison, donc ils peuvent le revendre, ils ont un petit pécule et éventuellement partir ailleurs. Et je pense que s'ils partent, c'est pas uniquement à cause du temps, même s'il fait moins beau ici qu'ailleurs.
Parce que le phénomène n'existe pas à Tourcoing, il n'existe pas à Lille, il n'existe pas à Waterloo. Où on est dans des chiffres beaucoup plus classiques de 20-25% de personnes de plus de 65 ans, c'est-à-dire à peu près les normes nationales. Donc on a un problème spécifique à Roubaix. Ben là, on revient à tous les problèmes dans les quartiers. Quand un quartier n'a plus de commerce de proximité, et vous êtes dans la situation ici, enfin, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Le boucher, je me sers de mon boucher, disons, qui se situe à Croix. C'est pratique. Je vais chercher ma viande à Croix. Je vais chercher ma viande à Croix. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune boucherie charcutier dans le coin. Il n'y en a plus. Il y en a plus. On ne trouve plus. Si vous prenez le potin téléphonique, vous en trouvez deux, je crois, rue de la Noix ou l'heure de Fourmi, quelque chose comme ça. Oui. Mais dans le coin, plus rien. Plus rien. Il n'y a plus de boucher charcutier. Alors les personnes disant d'un certain âge qui n'ont pas de moyens de locomotion, point virgule, où ils vont là. Oui, et vous dites du boucher, on peut parler du fromager, si vous voulez. Du poissonnier, n'importe. Le poissonnier, il n'y en a plus qu'un. Enfin, presque deux. Un boulevard de Fourmi, il y a un petit poissonnier, et il y en a un à la justice, on est quasiment laissé la doigt. Mais de fait, mais il est Roubaix, c'est la limite de Roubaix, mais c'est Roubaix. Bon, enfin, effectivement, à cet endroit-là, on peut penser que c'est plus vraiment Roubaix. Et etc. Cordonnier, je ne sais pas où vous en trouvez, etc. Bon, bref. On a comme ça toute une série de commerces qui ont disparu. Alors, on ne peut pas revenir sur tout. La grande distribution, enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont fait que ça a liquidé beaucoup de choses. Nous, on pense qu'il faut faire revenir du commerce polyvalent, probablement, de proximité dans les quartiers. Parce que nous pensons que dans chaque quartier, un boucher ne peut plus forcément vivre tout seul, qu'un fromager tout seul ne peut plus forcément vivre, etc. Et donc si vous n'avez pas de gens qui gagnent leur vie en étant commerçants, vous n'en trouverez pas. Mais comment vous ferez? Parce que évidemment. On entend beaucoup. Donc l'idée, c'est de... On entend beaucoup, je vais réitérer la question. Il faut, je suis d'accord, et j'adhère à vos propositions. Seulement, il y a le comment. Comment on fait? D'accord, il faut redynamiser les quartiers, il faut apporter et mettre en face les entreprises en face des chômeurs. Comment vous faites? Ah mais ça j'ai expliqué. Je ne vais pas revenir sur ces questions-là. Sur le commerce. Mais là, sur le commerce, ça veut dire qu'il faut regarder à trouver d'abord des cellules commerciales qui correspondent bien, qui soient bien desservies, qui aient du parking, qui ait tout le nécessaire, et qu'on aille chercher avec la chambre de commerce, par exemple, des candidats intéressés de reprendre ou de créer un commerce. Ça existe. Il y a quand même des gens qui créent des commerces. J'étais hier rue de l'Épeule, où il y a une nouvelle boulangerie bio qui s'est ouverte. Ça existe. Bon, il y en a moins qu'avant, je n'ai pas le contraire, mais ça existe. Donc il faut aller chercher des gens comme ça, ou aller chercher des commerçants existants, leur demandant d'ouvrir un deuxième magasin, qui peut avoir une utilité. Autre piste, c'est d'aller voir des grandes enseignes, type Aldi, Lidl, Aide, qui vous voulez, qui peuvent s'installer, ou 8-8, etc., qui peuvent s'installer dans un coin et qu'on contractualise avec eux pour qu'ils laissent un ou deux endroits pour qu'il y ait une boulangerie qui s'installe à côté d'eux, pour qu'il y ait, pourquoi pas, une boucherie, qui est, vous savez, genre Henri Boucher qu'on voit quelquefois. Bon, voilà, exactement. Bon, oui, je pense que c'est des solutions un peu comme ça qu'il faut trouver. Penser qu'on va retrouver, comme la rue de la Vigne était avant, 40 commerçants les uns à côté des autres. 85. Oh pardon, 85. Alors ça, j'ai pas connu à 85. Ça, rêvons pas, c'est fini. C'est fini. Oui, non mais on peut même sortir le mouchoir, on est d'accord, mais ça, c'est fini. Par contre, qu'on recrée le service de proximité par des commerçants pour que des gens à mobilité réduite ou sans voiture puissent avoir un accès proche, ça oui, on va essayer de le faire partout où c'est possible. Bon. Avouez aussi que la zone franche, on est passé complètement à côté de la deuxième zone franche. La première zone franche avait bien fonctionné, a permis à des commerçants de redémarrer. Et là, quand elle a été renouvelée, la zone franche, on est resté exactement au même endroit. Excusez-moi, c'est absurde. Il fallait la déplacer ailleurs, dans d'autres quartiers, dont en particulier la rue de la Vigne, qui, pour la deuxième fois, vu passer le train de la zone franche sans qu'il s'arrête. Or, vraiment, on était vraiment pile dans à quoi sert la zone franche, c'est-à-dire redynamiser des quartiers. On va prendre une nouvelle question ici, Monsieur Delannoy. Exactement la même que celle posée à votre prédécesseur. Le grand sujet du moment, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce qu'à l'instar du Conseil général et de la région, vous allez participer à la baisse de notre pouvoir d'achat
en augmentant les impôts locaux au-delà de l'inflation ou des revalorisations des retraites. Par exemple, elles sont de 1,1 en 2008. Est-ce que vous pouvez vous engager à ne pas augmenter les impôts locaux au-delà de l'inflation ou du pourcentage d'augmentation des retraites? Nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter du tout les impôts pendant notre mandat. Et, dans la mesure du possible, mais sans pouvoir vous dire le niveau, nous voulons même baisser les impôts à Roubaix. Mais on ne peut pas vous dire le niveau parce qu'on n'a pas envie de vous raconter d'histoire, qu'on ne connaît pas suffisamment bien l'état des finances publiques de la ville de Roubaix, et nous demanderons un audit dès le 17 mars, pour savoir exactement où on en est, quelles sont les échéances, quels sont les engagements, de manière à voir ce qu'il est possible de faire. Mais notre idée est idéalement de revenir au niveau d'imposition de 1996, qui est l'année où votre taxe d'habitation avait baissé de 30% et qui, année après année, a augmenté et que vous êtes revenu au niveau d'avant cette baisse. Et bien, notre ambition est de revenir à ce niveau de 1996. Une autre question ici. Est-ce que vous ne trouvez pas inadmissible... Micro, monsieur. Sans le micro, ça ne sert à rien. Est-ce que vous ne trouvez pas inadmissible que dans une ville comme Roubaix, que les Roubaisiens et les Roubaisiennes ne soient tenus au courant de rien de l'état de la ville? Je demandais, parce que pour moi, pour en sortir, il faudrait que la Cour des comptes vienne à Roubaix faire, je ne sais pas pour critiquer indépendamment, mais pour voir un peu l'état de la ville au point de vue, comment dirais-je, ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qui ne va pas, mais dans le détail. Et également avoir l'état des finances. Parce que c'est ça qui est important. Parce que vous faites un programme, c'est très gentil, mais il faut des sous. Ah oui. Bon, d'où viennent les sous? Donc, de votre poche. Hein? Oui. Donc automatiquement, il faudrait avoir un état général de la ville. Et je regrette infiniment que le maire sortant, qui peut être réélu, n'ait pas eu le courage, parce que je l'ai demandé 2 fois, je demandais pour pouvoir un peu que les Roubaisiens et les Roubaisiennes soient tenus au courant, parce que c'est eux qui paient les impôts. Oui. Et ce sont eux qui dirigent. Ce ne sont pas ceux qui servent à la mairie. C'est un château avec un seigneur, hein, et puis on doit obéir. Nous sommes les serfs. Exactement. Bon. Alors monsieur, je vous ai dit qu'on ferait un audit. Il est évident que cet audit, on le rendra public, hein, et qu'il sera accessible à tous dans son intégralité, si ça peut répondre à votre question. Attention tes pieds. Ah Bruno, tes pieds. Monsieur Pic, j'ai une question à vous poser. Oui. On voit à Roubaix, le centre Roubaix, très propre, très beau, c'est formidable. C'est formidable, pour moi c'est formidable. Que pensez-vous faire pour résoudre le problème des incivilités de pots d'ordures qui se fait autour du centre de Roubaix? C'est pas un euro, c'est pas 2 euros, c'est tout le tour du centre de Roubaix. On voit des pots d'ordures qui traînent partout. Pensez-vous faire? Alors, j'aime bien votre question parce que c'est une question. Vous savez qu'on dénonce ça au plus fort qu'on le peut parce qu'effectivement on voit ça dans tous les quartiers et qu'on trouve ça absolument incroyable. Alors il y a des quartiers encore plus concernés que d'autres d'ailleurs. C'est pas forcément d'ailleurs l'Homelet qui est le plus mal loti encore dans le domaine. Il y a pire, malheureusement il y a pire. Moi je vous conseille d'aller au cul de four à la Guinguette, côté de la rue de France, la rue Christophe Colomb dans ce coin-là. On est sur la lune, hein. On est ailleurs. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. On est en ville. Hein. On n'est pas, je ne sais pas, perdu en race campagne, on est en pleine ville, on voit des choses absolument incroyables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas simple, parce que c'est pas une chose qui est à faire. Il faut d'abord que les services municipaux soient très réactifs dès qu'il y a un dépôt. Or, ils ne le sont pas toujours partout. Donc, vivacité, qui est sans doute une des rares réussites, je trouve, de l'équipe municipale qui s'achève ici, n'a pas suffisamment de moyens et donc aujourd'hui est un peu débordé. Et donc quand vous appelez, avant ils réagissaient très vite, maintenant ils ont du mal à réagir très vite. Donc il faut sûrement remuscler un peu ce service. Il faut, par rapport aux incivilités, ensuite rappeler aux Roubaisiens qu'ils ont le droit de se comporter comme n'importe qui. Il y en a des lois pour ça. Bon, il y a absolument, il y a des lois. Il y en a des sanctions qui sont prévues pour ça. Absolument. Pourquoi on ne les applique pas? Je suis bien d'accord avec vous. C'est bien pour ça
que notre idée est de remettre la police municipale, non pas au centre-ville derrière MacArthur-Glen, mais de les mettre dans les quartiers, à pied, pas de voiture, pas de moto, pas de machin, à pied, et que ces policiers municipaux de proximité vont servir entre autres à ça. Parce qu'ils auront l'œil aux choses, ils pourront dire aux gens, monsieur, vous êtes avec votre chien, est-ce que vous avez un sac plastique dans la poche? Non. Comment vous faites quand votre chien il va faire ses excréments? Vous, donc vous n'êtes pas dans la légalité. Vous comprenez? C'est vous suivez. Voilà, on va faire de l'éducation. Alors l'éducation, il faut la faire à différents niveaux. Il faut d'abord faire de l'information et de la pédagogie pour tous les Roubaisiens. Donc faire des grandes campagnes, Roubaix ville propre, etc. Mais aujourd'hui, Monsieur Pic, il y a aussi que dans la grande distribution, etc., on a plein de déchets. Dès qu'on fait ses courses, dès qu'on est dans sa maison, on n'a pas assez d'une poubelle pour mettre rien que ses emballages, etc. Donc quand on est dans une maison, qu'on a une course, ça peut aller, mais quand on est dans une maison qui a été divisée à 3, où on a à peine la place de mettre une poubelle, comment ils font ces gens-là? Ils mettent leur poubelle dehors. Ils mettent leur poubelle dehors, et y compris quand c'est pas le jour de ramassage des poubelles. Ben, je sais bien, on le voit partout. Je ne suis pas aveugle, hein, je le vois comme vous. Mais je voudrais terminer d'abord sur les incivilités, on viendra à ça. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on soit dans l'incivilité. On est sur l'inconfort d'un logement qui fait que plutôt que de garder la poubelle dans votre 3 poubelles dans votre cuisine, il y a un moment, vous en avez marre, vous les mettez dehors, même si ce n'est pas le bon jour. Après tout, on peut comprendre les personnes. Je ne dis pas que c'est forcément bien, mais on peut comprendre leur attitude. Moi, je vous dis encore, c'est les gens qui jettent leur papier à terre sans s'occuper de rien, depuis leur voiture qui balance tout comme ça au passage, etc. On le voit tous, je n'invente rien, on le voit au quotidien. Il faut donc expliquer à ces gens que c'est pas comme ça qu'on fait, et que quand on leur fait la remarque, ils ne doivent pas nous répondre, ça crée de l'emploi avec des balayeurs, quoi. Vous comprenez? Parce que, non mais attendez, on l'entend tous cette réflexion-là. Et il faut arrêter 2 secondes, quoi, si vous voulez. On entend votre remarque, c'était pas fit, ça n'a rien à dire. Oui, voilà, on commence ça. Alors, donc il faut gagner. Autre point, on pense qu'il faudra réintervenir au niveau des enfants. Et on pense que les écoles et les directeurs d'école, ils doivent rappeler aux enfants qui, eux, vont peut-être réussir à convaincre leurs parents qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Mais je crois aussi qu'on ne doit pas, nous, municipalités, laisser tomber. Moi, quand je vous parlais des rues de France, rue de Christophe Colomb, enfin tout ce secteur de la Guinguette, il y a des dépôts d'ordures qui sortent depuis des mois. Vous savez qu'on a fait des documents d'invitation pour des réunions publiques. On a pris quelquefois des photos un petit peu, un peu hard. Quelquefois, on nous l'a d'ailleurs reproché. Mais ils sont toujours là, hein. Je peux reprendre les mêmes photos, sans doute avec une couche supplémentaire. Moi, je pensais au moins que le maire, voyant ça, il allait immédiatement envoyer une patrouille pour tout nettoyer. Eh ben non, même pas. Et quand vous êtes dans un endroit qui est sale, vous devenez sale vous-même. Excusez-moi, je ne me permets pas de le dire pour vous, je vais le dire pour moi. Excusez-moi. Hein. Mais de fait, c'est vrai, si tout est sale, vous avez un papier, vous êtes plus un prêt. Quand vous êtes à la braderie de Lille, vous n'hésitez pas à jeter par terre votre papier, parce que de toute façon, il y en a partout. Vous n'êtes pas un prêt. À un endroit qui est propre, quand même, vous hésitez à jeter le papier à terre. Et si, allez, rêvons un peu. Et s'il y avait des poubelles dans les rues? Allez, rêvons un peu. Nous, on propose d'en mettre 1000. Parce que ici, si vous voulez, on va se balader. Avant de trouver la première poubelle, je crains qu'on ait beaucoup à marcher. C'est clair. Eh bien, on va remettre des poubelles, monsieur. C'est bête, c'est simple, mais il va falloir qu'on le fasse. Et après, on va passer régulièrement les vider aussi. Parce que je connais aussi des poubelles qui existent et qui sont pleines depuis plusieurs semaines et qu'on n'a pas été ramassées. Comment voulez-vous qu'on avance? Bien, on va passer à une autre question, et après on va faire un micro-trottoir. Oui. Alors, monsieur Pic, moi, ce que j'ai à vous poser comme question, c'est tout simple. On va revenir sur les commerçants, les logements et tout ça. Là, pendant 2 mandats, l'ancienne municipalité qui était à la communauté urbaine ont travaillé sur la réhabilitation du canal. Le dernier mandat qui s'est fait, M. Slimantir a quand même œuvré pour l'aménagement du canal. On ne pourra pas lui cracher dessus. Ah non, du tout. C'est une très belle réussite. Maintenant, c'est une très belle réussite qui va normalement continuer. Mais vous, au niveau de la communauté, vous avez directement une vision que nous, on n'a pas.
vous avez déjà une avance carrément peut-être de 100 mètres ou peut-être d'1 kilomètre par rapport à ce que nous on attend. Vous savez très bien pertinemment que la communauté, c'est elle qui va diriger éventuellement l'augmentation des impôts pour tout ce qui était logement. Hein, et en même temps, c'est elle qui va donner les directives à suivre sur les grands projets urbains, comme la réhabilitation de certains terrains. 80 hectares ici dans les secteurs nord de l'Union, hein, ça il faut le savoir, c'est 80 hectares où on va voir émerger peut-être une partie, ce sera un parc, et une autre partie, ce sera des logements. Qui dit des logements dit automatiquement des commerçants. Donc les commerçants, ils vont quand même revenir. Ça va être une sorte de comme la culture, comme le musée de Roubaix ou comme ce qu'on a eu avec le duplex et compagnie. C'est toutes des avancées qui permettent justement aux entreprises ou aux commerçants de venir se réinstaller à Roubaix. L'aménagement du canal, ça a permis à des personnes de reprendre de la valeur au niveau de l'immobilier et de venir faire des lofts. Donc vous, de votre côté, vous êtes à la communauté. Quelles sont les procédures d'avenir qui sont déjà sur les rails et qui risquent d'aboutir ? C'est très long, je ne vais pas pouvoir vous répondre dans le détail parce qu'il y a énormément de choses. Mais la zone de l'Union, par exemple, moi j'aimerais y voir plus clair. Moi sincèrement, je n'ai pas encore bien compris le projet. Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait bien compris. Et que donc vraiment, je souhaiterais peut-être pas qu'on le remette à plat, mais qu'en tout cas, on m'explique dans le détail ce qui va s'y passer. Moi, je n'ai pas tout compris. J'ai compris que le maire de Tourcoing, il veut faire du logement. J'ai compris que le maire de Roubaix, il voulait plutôt faire de l'économique. J'ai compris que la communauté urbaine, à un moment, voulait faire un palais omnisport. Bercy. Bon, donc si vous voulez, moi il y a un moment où j'ai un peu de mal à suivre, parce qu'un palais omnisport à côté de logement, ça me paraît pas une bonne idée, parce que les uns vont polluer les autres et réciproquement. Enfin bref, je voudrais qu'on remette un petit peu à plat de ça, qu'on comprenne. Pour le canal, c'est une très belle réussite. Slimane Thier, en tant que vice-président, a fait un très beau travail sur cette question-là. Sauf que la ville n'a pas accompagné. Une fois que vous avez fait le canal et les berges, donc les 5 mètres ou les 10 mètres de chaque côté, mais il y a de la ville autour. Il y a d'autres terrains, il y a des bâtiments, il y a des maisons, il y a des espaces disponibles. C'est quoi le projet de la ville? Une fois que le canal il sera complètement refait, c'est magnifique. Mais si tout autour, rien n'est fait, ça ne sert à rien. Et moi, je ne sais pas. Et vous voyez, la ville n'a pas réfléchi à ces questions. Et bien moi, je propose, voilà, vous prenez le quai de Marseille, ils vont encore construire des logements, ils vont entasser les gens sur des tout petits espaces. Le long du canal, est-ce que c'est la bonne solution? Moi je vous dis non. Donc pour l'instant, heureusement, c'est qu'une première tranche de 24 logements, donc ils sont en cours, on va les laisser faire. Mais moi je vous préviens, les 250 prévus derrière, on va regarder de près. Hein. Mais je ne vais pas les laisser construire comme ça. Hein. Bien. Donc avant le micro-trottoir, donc, je rappelle aux spectateurs, on en a 3 là sur la télé, que vous pouvez nous rejoindre sur le chat, hein, donc irc.free.fr, canal... la télé de Roubaix. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On vous remercie d'être présents. Donc on est là en fait par rapport au municipal, hein, et on reçoit donc Max-André Pic qui vient nous présenter et répondre aux questions des habitants au comité de quartier de Lomelay. Donc là, le micro-trottoir, le sujet, ça va être le stationnement. Des choses à changer à Roubaix. Est-ce que vous avez des choses à changer à Roubaix? Ça dépend des quartiers. Hein, des quartiers qui sont très bien notés, mais d'autre part, mon ami habite dans l'Eppel, oui, mais ton quartier, ils ont supprimé un parking qui était juste en face de la pharmacie, juste en face de la condition publique. Alors là, maintenant, le parking est épouvantable. D'autant plus que mon ami marche difficilement. Alors, en plus, pour se garer en face de la condition publique. Place Fédère, hein, puisqu'on parle là de la place Fédère en face de la condition publique. Il y avait du parking, 2 ans de travaux pendant lesquels on n'a pas pu passer. Et à l'arrivée, 0 place de parking. Non mais vraiment, est-ce que vous savez que sur cette place, il y a là une des 2 grandes mosquées de Roubaix. Allez-y le vendredi à partir de 14h30, 15h. Et dites-moi si c'est normal qu'on ait supprimé le parking sur cette place. C'est n'importe quoi. Et en plus, c'est la condition publique. En face, avec des concerts, des machins, les gens ils se garent à des kilomètres. Il n'y a pas une place de parking de prévu. On fait des équipements publics où on reçoit des milliers de personnes. La braderie de l'art, j'imagine que beaucoup d'entre vous y ont été. Moi, j'aime beaucoup cette manifestation. Mais donc, pour se garer...
C'est impossible. Et systématiquement, c'est comme ça. Donc, vous pouvez prendre en haut de la rue de Lille et de la rue Inkermann. La ville de Roubaix a fait construire un bureau de police, des bureaux, il y a un centre d'action par le travail pour les personnes handicapées, il y a des logements. Ils ont prévu en tout et pour tout 6 places de parking. Mais de qui se moque-t-on? On sait d'avance qu'à cet endroit-là, il va y avoir un énorme problème de parking qu'on ne va jamais savoir régler. Dans cette ville, c'est une ville qui a été construite avant les voitures. Donc il n'y a pas toujours la place. Et si vous continuez à construire en oubliant les voitures, ça devient de la folie. Donc il faut absolument que maintenant on remette du parking quand il y a lieu, des garages quand c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui se font abîmer leur voiture parce qu'ils n'ont pas de garage. Il faut leur proposer des garages à des prix raisonnables. Et il faut donc, quand on va démolir, vous savez, on a parlé de démolir 2500 logements à Roubaix. 2500, c'est la ville de Lers qu'on envisage de démolir. À l'équivalent, évidemment. On ne va pas démolir la ville de Lers. S'il y a des Lersois qui nous regardent, qu'ils se rassurent, je n'ai aucune... Je ne vais pas être le Attila de la ville de Lers. Mais c'est l'équivalent de la ville de Lers. Donc c'est un énorme... Ça va faire de la place quand même. Ben, je pense qu'un certain nombre d'endroits, c'est peut-être tout simplement des espaces verts ou du parking qu'il va falloir faire. Cette ville en a besoin. Et on a besoin aussi de garages, etc. Je suis parfaitement d'accord avec ces gens. Ce projet de la place Faidherbe est lamentable. D'accord. On va repasser à un nouveau micro-trottoir. Donc là, on va voir une jeune femme qui était place de la Liberté et qui va nous parler en fait... le parking aussi, place de la Liberté, si vous voulez. Du logement. Elle, je pense que ça va être sur l'attente pour obtenir un logement. En fait, je voudrais savoir s'il va y avoir une réduction des délais d'attente pour le logement parce que c'est très long. On a 1 an et demi, 2 ans et demi d'attente pour aller... Alors, sur le logement, c'est très difficile parce que il y a effectivement... plusieurs milliers de demandes de logement en attente à Roubaix. Je crois qu'on a pas de 5000 demandes de logement, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur un chiffre considérable auquel on ne peut pas répondre. Alors dans ces demandes, il y a des gens qui souhaitent un premier logement, mais il y a surtout beaucoup de gens qui souhaitent changer de logement, pour plus grand ou pour plus petit d'ailleurs. Parce que en fonction de votre situation familiale du moment, vous avez des enfants, vous avez besoin de plus grands, vos enfants plus grands partent, vous cherchez plus petits, il y a toutes sortes. Bon. Nous, l'idée que l'on a, c'est de dire, d'abord, il y a beaucoup de logements vacants à Roubaix, beaucoup plus qu'on ne pense, et qu'il va falloir regarder, et dans les HLM où il y a beaucoup de logements vacants, pourquoi ils sont vacants et les remettre en circulation. Regarder dans les logements privés, ce qu'on ne va pas démolir, il va falloir réhabiliter. On parle de 4000 à 5000 réhabilitations de logements, donc c'est des chiffres considérables, ça va remettre du logement dans le circuit. Et puis nous voulons construire aussi du logement, beaucoup moins que le maire de Roubaix. Le maire de Roubaix nous annonce la construction de 2500 logements très sociaux supplémentaires à Roubaix. Nous on dit, écoutez, non, ça va bien quoi. Allez, et si on passait notre tour? Et si on laissait à toutes les villes qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux le soin d'en construire? On est déjà suréquipé en logements sociaux, c'est peut-être bien. Donc nous on vous propose de construire environ 1000 logements individuels en location, en accession sociale à la propriété ou en accession à la propriété. C'est ce que les Roubaisiens souhaitent, être dans un logement individuel. Et nous proposons, plutôt pour les personnes âgées, la construction de 500 dominos. Il y a très longtemps qu'on n'a pas construit de logement individuel adapté pour les personnes âgées. Nous voulons en remettre dans les quartiers. Il y a une très grosse demande dans le domaine. Donc si vous voulez, s'il y a 1000 familles qui trouvent un logement individuel, 500 personnes âgées, seules ou couples, qui retournent dans les dominos, c'est 1500 logements qui se libèrent. Si on réhabilite 5000 logements, certains sont habités, donc ça ne change rien, mais certains ne le sont pas, on va remettre sur le marché également 1000, 1500, 2000 logements supplémentaires. On va peut-être pas régler toute la question, mais on va quand même bien avancer. Et dernier point, on veut recréer une structure de coordination entre les différents organismes HLM, parce qu'il y a des gens qui sont dans des logements trop grands, qui donnent plus petits, et ils n'obtiennent pas, et il y a des gens qui cherchent plus grands, et qui ne trouvent pas non plus. Donc il va falloir qu'on remette une petite goutte d'huile dans tout ça. Visiblement, on ne se parle pas beaucoup dans ce milieu, et ben on va faire en sorte que les gens se reparlent pour fluidifier un petit peu les offres et les demandes. Donc moi j'aurais une question en fait pour le comité de quartier de Lumley, une question au niveau de la citoyenneté, enfin de la démocratie participative. On voit là que pour un projet ou pour une transformation de rue, etc.,
Aujourd'hui, il y a... c'est souvent en fait une présentation du projet. Oui. C'est difficile apparemment de concerter parce que on vous dit que ça n'est plus en fait de la compétence de la ville, mais c'est celle de la CDL, etc. Enfin, c'est jamais. Oui, voilà, on ne sait pas où s'adresser, donc c'est jamais, c'est toujours l'autre en fait. Hein. Oui. Et je pense simplement le boulevard de Metz, ici, de Strasbourg, où on nous a supprimé les feux, où il n'y a eu pas de concertation. On voit le problème. Les habitants ont des difficultés à passer. Enfin, les voitures ici sur Roubaix ne respectent pas forcément la vitesse, etc., etc. Donc, pour qu'un projet fonctionne, pour que les gens, je pense, moi, pour que les habitants, les citoyens ont envie de participer, on soit acteurs dans leur ville, dans leur quartier, à y voter. Tout ça, c'est lié en fait. Il faut redonner, j'allais dire, du pouvoir aux habitants en fait, les écouter. Qu'est-ce que vous, dans votre programme, vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a la place là-dessus? Ah ben non seulement il y a la place, mais je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, donc je peux y revenir, mais pour nous, il n'y a pas un projet qui ne se fera sans des concertations préalables. Pourquoi? D'abord dans un souci simplement d'efficacité. Vous connaissez votre quartier. Vous y vivez au quotidien. Moi, pas. Moi, me demander mon avis dans mon quartier Moulin-Poténais, si vous voulez, ça, je peux vous en parler. Je connais, je suis chez moi. Mais si à l'Omelette, je connais moins bien. Je dis pas que je connais pas, je viens souvent, mais je connais moins bien. Donc, il faut que je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et une fois que j'ai fait ça, ça m'évite de faire des bêtises ou de faire des choses idiotes, parce que comme je connais pas, je peux faire des choses idiotes. Si je connais, je vais faire des choses moins idiotes. Donc on gagne du temps. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse pour tout. Parce que je pense que vraiment, dans cette ville, est passée l'idée que l'habitant, que le Roubaisien est un emmerdeur. Bon, oui, c'est plus élégant de dire un pêcheur tourné en rond. Merci de me reprendre, monsieur, vous avez raison. Ben nous, on pense pas ça. Voilà. Excusez-nous, on pense pas ça. Alors, il y en a sûrement quelques-uns, des empêcheurs de tourner en rond, bien sûr. Et peut-être qu'il en faut. Ça fait le charme aussi de cette ville. Mais je pense que d'abord, il faut... Souvenez-vous, le parc du Nouveau Monde. On n'est pas venu en disant, tenez, voilà le projet, c'est ça, terminé. On en a discuté, on a pris le temps, beaucoup de temps. Les résultats, c'est un beau projet, tout le monde l'aime bien, et il fonctionne bien. Et les habitants, ils ont été concertés. Ils ont vraiment été concertés. Permettez-moi de vous rappeler qui a fait la concertation. C'est lui qui et qui était l'adjoint au maire à l'époque, c'était ma pomme. Donc si vous voulez, on peut vraiment dire qu'il y a eu... Et du coup, ça s'est passé tout seul. Et du coup, on a gagné du temps. Et ça vit très bien. Ben oui. Et ça vit très bien. Et ça vit très bien. Là, le micro. Attends 2 minutes, attends. On fait une petite coupure vite fait pour changer la cassette. Le Bron de Loire, par du Bron de Loire, elle est peu la même chose. Hein. Mais c'est la même chose. Il y a aussi des gens qui opposent les uns et les autres, par exemple les techniciens ou les élus ou les simples citoyens. Parce qu'aujourd'hui, les techniciens... C'est intéressant. Vous n'allez pas passer à la postérité, là, c'est dommage. Qui arrive dans... Vas-y. C'est bon? Reprends. Je vais essayer. Non, je disais simplement que les temps étaient différents parce que le temps du technicien, le temps de l'élu ou le temps de l'habitant n'est pas équivalent. Aujourd'hui, un projet pour qu'il se mette en place, il faut du temps, il faut du temps pour qu'il se mette en place, pour qu'il se mette en œuvre, qu'il soit réalisé, et donc pour chercher les financements, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent dans cette ville l'impression que les choses s'opposent. Alors, est-ce que vous allez aller simplement dans la concertation ou est-ce que vous allez être dans la codécision avec les gens? Ah non. C'est moi la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Non. La concertation, oui. Mais la décision en finale, c'est le boulot de l'élu. Ça, on n'est pas dans l'autogestion, dans la cogestion. Ça, je pense qu'il faut... Autrement, ça ne sert plus à rien d'élire des gens. Bon. Mais qu'on concerte avant, qu'éventuellement, même dans certains cas, si vraiment il y a un souci, on passe par un petit référendum local. Moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Ça ne me pose aucun problème. Mais à l'arrivée, la décision, c'est le conseil municipal qui la prend. Ou le conseil de la communauté urbaine, comme vous voulez. Et, deuxième chose, je réponds aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure. Quand on dit « Ah, le boulevard de Strasbourg, son aménagement, c'est pas nous, c'est la communauté urbaine », non. La communauté urbaine ne décide de rien sans l'accord du maire de la ville. C'est un fonctionnement comme ça.
toutes les communautés urbaines ne fonctionnent pas de la même manière, mais la communauté urbaine, depuis toujours, moi ça fait 2 mandats que je suis élu, ça fait donc 13 ans, jamais je n'ai vu un projet qui s'est fait sans l'accord du maire de la ville concernée. Donc le maire de Roubaix, le maire de où vous voulez, ne peut pas se cacher derrière la communauté urbaine en disant on me l'a imposé. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc on va passer aux dernières questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, madame. Je suis contente qu'il y aura de la police de proximité parce que à tout bout de champ, il m'arrive de téléphoner à Vivacité pour des dégradations. Et j'ai gain de cause. Mais j'en arrive à avoir peur de faire un tour, que je rencontre des trucs comme des plaques dans les lampadaires enlevés. Ah, ça me fait peur comme tout. Voilà. Oui, il y a des fils qui dépassent, des choses comme ça, et on ne sait jamais. Oui, je comprends bien. Alors, l'idée, c'est bien de dire, on met à peu près 6 policiers municipaux par quartier. 13 quartiers, vous voyez, on est dans la petite centaine qu'on évoque. 6, ça veut donc dire, et nous, ils sont là la journée, pas la nuit. On considère que la nuit, c'est la police nationale qui doit faire son métier, c'est pas la police municipale. Et donc 2 équipes de 3, ce qui fait qu'on est sur une plage horaire d'environ 7h, 7h, 20h, enfin dans ces eaux-là, et qui seront à pied et qui vont se balader. Hein. Moi, ils auront sûrement un petit bureau, quelque chose, mais il n'est pas question qu'ils passent leur temps dans leur bureau. Hein. C'est dehors qu'ils doivent être. Hein. Pour que vous les voyez, pour qu'ils vous connaissent et que vous les connaissiez. Mais les plus grandes dégradations, c'est la nuit. Hein. Les tags, les arbustes cassés, enfin tout ce qui est cassé, c'est particulièrement la nuit. Moi, je pense que ça serait très judicieux d'avoir des patrouilles parce que la police nationale non plus ne patrouille pas la nuit. Et donc le lendemain matin, quand vous vous levez, vous voyez les tags. C'est pas le jour. Moi, j'ai jamais vu un tagueur le jour à Roubaix. Alors, si la police nationale reste dans ses bureaux et que elle ne se déplace que sur téléphone, si la police municipale dit moi c'est le jour, eh bien la nuit à Roubaix ça va continuer comme d'habitude. Et alors, les dégradations vont se faire. Monsieur, on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Mais si on doit faire des équipes de nuit, ce qui est possible, il faut doubler les effectifs de police municipale. C'est-à-dire qu'au lieu d'en embaucher déjà une trentaine, notre projet prévoit l'embauche d'une trentaine de policiers. C'est plus 30, c'est 130 hein, ou 150. Parce que la nuit, le temps de travail compte double, vous le savez, c'est le code du travail, donc il faut mettre des équipes considérables. Enfin, on part sur quelque chose de beaucoup plus coûteux. S'il faut en arriver là un jour, peut-être qu'on le fera, j'en sais rien. Mais moi, pour l'instant, on ne l'a pas prévu, parce que budgétairement, je ne sais absolument pas comment on pourra faire face à ça. Donc je ne pense pas que la police municipale réglera tous les problèmes. Ce n'est pas une baguette magique non plus. Je pense que ça devrait améliorer un certain nombre de choses. Ça devrait rassurer madame peut-être de voir de temps en temps quelqu'un en uniforme qui se balade dans sa rue. Bon, d'accord, il y aura encore des tags probablement, il y aura encore des gymkhana la nuit, il y aura encore des rodéos en tout genre, des voitures qui brûlent. Oui, probablement. Mais je pense vraiment aujourd'hui que la ville de Roubaix n'en a pas les moyens, que ça relève de la police nationale, simplement. Donc on va passer à une question, Antoinette, hein, et après on va faire la dernière question. Pour faire les 3 mêmes questions. Ouais, tu en as encore, d'accord, ok. Sinon, on ne fera pas. Ce serait bien dommage, j'en suis sûr. Et après, on va vous laisser terminer. D'accord. Voilà, bonsoir, excusez-moi, parce que tout le monde parle de les rues, de ça, mais moi, je parle du cimetière de Roubaix. Oui. Voilà, parce que j'ai ma famille que j'ai là-bas, j'ai la moitié de la famille qui est là-bas, donc ça m'intéresse aussi. Parce qu'il y a beaucoup de tombes qui sont abandonnées, qui sont cassées, et puis qui ne sont pas propres. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire je suis d'accord avec vous, madame. J'ai également toute ma famille qui est enterrée au cimetière de Roubaix. Et vous avez peut-être vu que je suis attaché à ce cimetière. Dans le Nord-Éclair de cette semaine, vous savez qu'il y avait une page de présentation de chaque candidat avec une photo. Et c'est le candidat qui choisissait l'endroit où il était pris en photo. Et si vous avez vu le Nord-Éclair, la photo, je l'ai prise dans le cimetière militaire de Roubaix où mon grand-père y est enterré. Donc, c'est vous dire que je suis comme vous très attaché.
Et je constate qu'effectivement, on l'a laissé un peu aller, pas pour tout. Il y a des choses qui se sont faites, il y a quand même de très beaux tombeaux qui ont été un peu refaits, mais la route, les routes sont souvent cabossées, il y a des problèmes de racines qui abîment les routes. Il y a encore beaucoup de chemins entre deux allées goudronnées qui sont en terre. Absolument, les feuilles, certains arbres en plus suintent de certaines essences et abîment les tombes, etc. Je l'ai constaté comme vous. Je pense que là vraiment, effectivement, il faut qu'on remette tout ça un petit peu en état. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir d'allées en terre ou en gravillon, par exemple, et qu'on devrait mettre du goudron, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, du bitume partout. Parce que c'est nécessaire. Et il y a les routes, effectivement, qui sont à refaire. Après ça, sur les tombes abandonnées, vous savez que ce sont des concessions, et que donc, tant que l'endroit est sous concession, on ne peut pas y toucher. C'est normal, d'ailleurs. Hein, c'est un droit que vous payez, et pour l'instant, on n'y touche pas. Donc il faut effectivement essayer de renouveler au fur et à mesure, regarder, demander aux gens de refaire les travaux, mais il n'y a aucune obligation dans le domaine. Et que donc, réglementairement, on ne peut pas obliger des gens à faire des travaux, sauf s'il y a un danger. Bon, enfin, c'est quand même rare qu'une tombe occasionne un danger. Et donc, ce sera plus difficile à faire, c'est vrai. Beaucoup de dangers, parce que mon papa, il est à l'E28. Dans l'E28, c'est la grande. Il y a ma soeur, ma maman et mon frère. Mais mon papa, c'est un petit peu plus bas, la l'E28 aussi. Et là, il y a beaucoup de monuments vraiment par terre, quoi. Ça tombait. Il y a des trous de monuments qui vraiment... C'est pas bien voir, quoi. Non, mais c'est vrai. Je pense que... Non, mais vous avez... Et à mon avis, ils sont abandonnés, que la famille... Enfin, ils ne renouvellent plus le contrat, je ne sais pas, mais... Je sais pas, on pourrait imaginer au moins de faire des réparations minimales en attendant, mais c'est vrai qu'il y a le problème de la concession, et donc tant qu'on la concession dure, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce qu'il faut retrouver la famille qui n'existe plus toujours. Il y a des familles qui se sont tout simplement éteintes, hein, quelquefois, et donc il n'y a plus personne. Enfin, c'est pas toujours ça. La famille ne vient pas souvent, ils sont loin peut-être, ils sont partis loin. Oui, absolument, il y a toutes sortes de cas de figure. Par contre, c'est sûr qu'il faudrait qu'on retrouve des chaussées qui soient plates. Voilà. Parce que j'ai vu des personnes âgées trébucher quelquefois sur des bosses liées à des racines, et que ça, je crois vraiment, c'est des réparations simples qu'il faudrait faire. Ça, une autre question, monsieur. Et améliorer aussi, excusez-moi, les columbariums, puisque de plus en plus de gens se font incinérer, et que je trouve que le mur qui est à l'entrée est pas terrible. C'est une question de goût, chacun en pense ce qu'il en veut, et que je préférerais ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs du côté du cimetière militaire, où d'anciennes belles tombes, beaux monuments, mais qui n'étaient plus en concession, ont été gardés. À l'intérieur, on a mis des columbariums, et je trouve que c'est une très bonne idée qu'il faudrait sans doute renouveler. Ah oui, après ça, on peut parler du musulman si vous le souhaitez. Ça, c'est encore une autre question, mais qui m'intéresse beaucoup, hein, parce que j'ai pris des engagements très précis dans le domaine. Avant de poser ma question, une rectification qui va vous enchanter. Non, en travaillant la nuit, ce n'est pas ni payé double, et le temps ne compte pas double. J'ai un garçon qui travaille la nuit. Il travaille 5 jours, il récupère 2 jours, et j'ai jamais vu son bulletin de salaire ni doublé, ni quoi que ce soit. Donc là, il y a une erreur. Vous le verrez, c'est pas la peine, mais je crois que là, on peut approfondir. Oui. On n'est pas obligé de doubler ou de mettre à 130 la police municipale. Je demande simplement de dire, est-ce qu'il n'est pas préférable de la faire travailler quand les dégradations se font, c'est-à-dire entre 11h30 et 4h du matin, que de la faire travailler quand... Voilà. Moi, je préfère la faire travailler quand vous êtes debout et que vous êtes éveillé. Parce que c'est à ce moment-là que vous souhaitez être en sécurité, et que s'il doit y avoir des dégradations la nuit, certes, mais elles me gênent moins que les ennuis que vous pouvez avoir avec des gens qui, la journée, font des incivilités. Mais c'est une question de choix. Vous pouvez en avoir un autre. Hein. Moi, je préfère défendre les personnes que les biens, parce que les personnes me sont plus chères. Je vous pose la dernière question. Des femmes avec des petits-enfants qui devraient être en pouponnière, des femmes avec des enfants qui devraient être à l'école, des hommes à genoux, quelquefois 10 le samedi sur un périmètre de 400 mètres, de la place de la Liberté, la rue Pierre-Motte, la place de la mairie et la grande rue, nous tendent la main pour avoir un peu d'argent. Comment vous pensez appréhender ce problème? Comment pensez-vous les réconforter? Ne faut-il pas les prendre en charge? Et si nous n'avons rien d'autre à leur proposer
que la dalle de la liberté. Est-ce qu'il ne faut pas voir avec leur pays, d'où ils viennent, s'ils ne peuvent pas à nouveau, eux, les accueillir pour les laisser au moins dans leur structure, alors que nous, on ne peut pas s'en occuper d'une manière digne. Alors, vous remarquerez que c'est un phénomène relativement récent et très nombreux depuis quelques mois. Et que, attendez, il y a encore 1 an ou 2, il n'y avait pas autant de mendiants à Roubaix. Ah, vraiment pas. Ah non, vraiment pas. Il n'y en avait pas. Là, maintenant, il y en a à tous les feux rouges du centre-ville. Il y en a vraiment absolument partout. Il n'y en avait vraiment pas autant avant. Ça, vraiment, je vois une nette différence. Je pense que c'est en partie dû aux gens du voyage qui, vous le savez, sont le long du canal depuis des mois et qu'on laisse s'installer là depuis des mois et que nous sommes la seule ville de cette métropole à accepter ces implantations sauvages et illégales sans réagir. À Villeneuve d'Ascq, quand ils s'installent sur un parking quelconque, comptez, hein, dans les 3 jours, ils sont dégagés. À Lille, même chose. Partout, et c'est vrai, sauf, comme d'habitude, une ville qui laisse faire, comme d'habitude, et c'est à Roubaix que ça se passe. Les caravanes qui sont là, moi j'ai posé la question au conseil municipal à la rentrée de septembre, en disant, comment se fait-il, etc. Et on m'a répondu, vous en faites pas, c'est la braderie de Lille, ils viennent pour la braderie, ils vont partir un peu après. Bon, effectivement. J'ai des amis qui habitent pas loin de l'aérodrome de Bondu, et vous savez que dans ce secteur-là, il y a énormément de caravanes pour l'occasion de la braderie. Et effectivement, quelques jours après la braderie, ils partent. Mais nous sommes restés. Et non seulement ils sont restés, mais on ne fait rien. On accepte. Eh bien, on ne doit pas accepter. Voilà. Et donc, très clairement, le maire a un pouvoir de police, et bien il doit l'utiliser. Mais bon. Attends. Vous prenez le mien, vas-y. Oh, ça va, je vais prendre. Merci. Sur cette question qui est tout à fait pertinente, je dois dire être intervenu dans un bureau municipal et à peu près la même date que Max André en conseil municipal, un peu avant, en demandant, parce qu'on a fait le constat suivant, c'est qu'il y a exploitation des enfants. Ou des personnes âgées. Et des personnes âgées. Et des personnes âgées. Il y a exploitation des enfants nombreux, notamment venant de Roumanie directement, qui sont exploités, qui ne vont pas à l'école, donc c'est contraire à la loi, puisqu'il y a obligation scolaire, etc. Donc, il y a j'avais fait 2 remarques au maire, demandant d'une part, on peut prendre très rapidement un arrêté, tout pouvoir de police là-dessus. Il faut y faire attention, dans effectivement ces personnes qui quémandent sur la route, mais la plupart, la majorité, ça a été constaté, on a eu les dossiers en mairie, ce sont des gens qui ne manquent pas de moyens et qui vivent que de ça par l'exploitation des enfants. Il faut le dire très nettement. Donc il ne faut pas avoir aucun état d'âme là-dessus. Cet arrêté anti-mendicité, que j'ai réclamé 2 fois, n'a toujours pas été pris. À Roubaix, je le dis très franchement, et vous voyez qui je vise là. Et c'est très très clair. Le deuxième point, c'est quand il y a l'arrivée des gens du voyage, la ville de Roubaix peut très vite intervenir, si on n'intervient pas tout de suite pour prendre les arrêtés concernant et faire appliquer par la loi, on perd un temps considérable. Et ça reporte le départ des caravanes qui peuvent aller sur un certain nombre de terrains pour nomades qui se trouvent dans la métropole, parce qu'il y a des villes, vous avez toute une politique à ce sujet à la communauté urbaine. Donc voilà 2 points sur lesquels on peut agir, et agir avec humanité aussi, parce que l'on sait que sur un certain nombre de points, il n'y a pas à faire dans la dentelle, il y a exploitation des enfants, il n'y a pas pauvreté, on y peut regarder de près, et il y a abus, effectivement, et détérioration de toute une série de quartiers. Voilà, je voulais faire cette remarque-là, parce qu'elle me paraît importante, et il y a des moyens pour la ville d'y faire face. Prends le micro. Monsieur Mas, je voudrais vous faire un petit rappel, c'est que des Roumains sont des Européens, et les accords de Schengen n'interdit pas à ces gens de voyager là où ils veulent. Et que la ville de Roubaix, comme d'autres villes, ont par la loi un parc obligatoire à présenter à ces gens-là. Mais ils doivent en même temps aussi scolariser leurs enfants et ne pas les exploiter. Et la scolarisation est obligatoire. Dès qu'un enfant étranger, quelle que soit son origine, quelle que soit la difficulté de la famille, il doit être automatiquement scolarisé. Et donc la loi est contournée. C'est-à-dire qu'il y a des droits et des devoirs.
Et c'est ça qu'on ne peut pas. Quand ces personnes-là viennent, on doit leur dire bon, il y a ceci et il y a cela. Mais on ne le fait pas. Alors c'est bien qu'on arrive à des dérives. Voilà. Bien, on va bientôt terminer. Donc je rappelle pour les spectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent, qui peuvent réagir. Là, on est à 4. Donc je rappelle l'adresse. Pardon, tu as une réaction? Alors vas-y Sophie. Alors. Ils sont passés de 2 à 4. Vas-y Sophie. 5. Donc un internaute qui nous regarde nous dit que c'est le genre de réunion qui devrait être distribué sur un réseau internet à la ville, chez tout le monde, un canal commun pour chaque ville, chez l'ensemble des providiers pour la distribution, tout le monde pour la distribution, tout le monde n'a pas le même fait, peut-être dans 10 ans. Donc un canal qui doit être distribué chez tous les Roubaisiens apparemment. C'est super. Un instant. Oui. Donc je redonne l'adresse là pour les internautes. On en est à 9. Donc merci de nous rejoindre. Ah oui, dites donc. Donc c'est super. Donc l'adresse c'est sur irc.free.fr, canal la télé de Roubaix. Donc vous pouvez chercher avec nous, poser des questions. Candidat, Monsieur Pic, si vous habitez Roubaix. Ou tout simplement, ou même ailleurs, réagir à ce qui se passe là par rapport au débat. Donc, j'en étais sur quoi? Sur la question qui était posée, je sais pas si, est-ce que Guillaume est encore là ou pas? Non, il n'est plus là. Bon. De nos amis écolissiers, Guillaume Delbain, quelqu'un qui connaît bien ces sujets, qui a travaillé sur ces questions, et effectivement, on a l'intention d'utiliser les technologies modernes dans le cadre de l'information. Le bloc de Roubaix en est un très bon exemple, et ce que vous êtes en train de faire le démontre bien, qu'avec des moyens simples, peu coûteux, on arrive à faire des choses. Alors, on pourrait améliorer un peu la technique, y mettre un petit peu plus d'argent pour on peut absolument. Moi, je vois tout à fait que des avantages à augmenter toutes les possibilités d'information que les Roubaisiens peuvent avoir. Là, on est sur Internet. Et ça pose la question de est-ce que beaucoup de Roubaisiens vont sur Internet ou ont accès à Internet? Et je pense que non. C'est pour ça que nous avons proposé d'équiper, de fournir à tous les jeunes arrivant au collège un ordinateur avec la connexion Internet, de manière à ce que ça rentre dans la plupart des foyers, dans la limite d'un ordinateur par famille, évidemment. S'ils ont 6 enfants, on ne va pas ramener 6 ordinateurs les uns après les autres. Un seul suffit avec un accès. On veut, de la même manière, équiper les comités de quartier, les centres sociaux, l'ensemble des écoles publiques d'Internet haut débit, en Wi-Fi, donc en sans fil. On veut les équiper également d'ordinateurs, etc. C'est-à-dire qu'on veut faire vraiment passer cette ville dans le 21e siècle, et le 21e siècle, il passera par l'informatique et Internet, et il va passer par des moyens de communication comme les vôtres. Pourquoi ne pas imaginer qu'il y ait un journal municipal télévisé? Ce serait parfaitement possible, sans que ça coûte des fortunes. On n'est pas obligé de faire quelque chose avec des grands décors et des choses très, très extraordinaires, et qui pourraient être très intéressants, beaucoup plus interactifs, comme on est en train de le faire en ce moment. Ça, on a vraiment tout à fait l'intention, mais pas de le faire en service municipal. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des associations qui, comme les vôtres, se sont appropriées ce genre de choses, et qu'on vous aide à continuer à faire et à aller plus loin. Très bien. Donc, une dernière question, et ensuite je vous laisse la parole pour faire la conclusion. Il y a d'autres questions dans la salle? Non. Allez-y. Écoutez, c'est une question qui m'embarrasse un petit peu, mais je ne sais pas faire autrement que de le dire. Allez-y. Parce que c'est une question de génération. Moi, je suis de la vieille école, et bien sûr, votre profil sur Nord-Éclair donne toutes vos qualités. Oui. Et heureusement pas mes défauts. Tout le monde en a. Il y a eu aussi le fait que vous admiriez énormément Madame Well. Et il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme ça. Moi, je sais bien, j'ai une fille qui est infirmière. Bien sûr, elle est pareille. Mais moi, c'est plutôt l'ancienne école. On n'en parle pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien, madame. Voilà. Est-ce que votre futur rôle a une incidence là-dessus? Je ne sais pas. Non, madame Simone Veil est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu en particulier pendant la guerre, et que je considère que c'est une honnête femme. Après ça,
on peut ne pas partager le point de vue qu'elle a défendu, en particulier sur l'avortement. Je comprends bien, chacun prend son point de vue. Moi, j'avoue que je suis favorable au principe de l'avortement, parce que je pense que pour un certain... Écoutez, quand vous avez une jeune femme, par exemple, qui a été violée, qui se retrouve enceinte, avouez que l'avortement ne se discute pas, de mon point de vue. Et pourtant, je suis catholique, pratiquant, donc je comprends le débat et l'hésitation que l'on peut avoir. Mais pour moi, sur des sujets comme ça, on ne peut pas avoir, enfin, de mon point de vue, d'hésitation. Mais c'est pas tellement à la ministre de la Santé qui a voté la loi sur l'avortement auquel je pensais, c'était à la femme juive déportée, dont la famille est morte en camp de concentration et qui, avec beaucoup de dignité, défend le devoir de mémoire que nous devons tous avoir. C'est cette femme-là que je voulais mettre en avant beaucoup plus que la ministre. Mais à ce moment-là, parler de l'avortement. Comment se fait-il que le corps médical, dans sa grande totalité, surtout à l'étranger, souligne la gravité de l'avortement sur le comportement moral, intellectuel, physique, sexuel des femmes qui se font avorter? Monsieur, on ne va pas aborder de sujet, parce que c'est compliqué. Simplement, je veux simplement dire un mot, c'est que l'avortement ne devrait être qu'un dernier recours en finale de tout. Je crois que ce n'est pas toujours le cas, donc du coup ça pose d'autres questions, etc. Mais ça ne devrait être que ça. Je pense qu'il faut surtout rappeler à nos enfants, et pas seulement à nos filles, que la sexualité c'est à deux, qu'on peut se protéger à deux, et que ça nous regarde tous les deux. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de garçons qui l'aient en tête, et pas seulement les filles. Et je le dis, pourtant, j'ai 4 garçons, je n'ai pas de filles. Mais, on pourra peut-être les faire se rencontrer. Mais je pense qu'on doit avoir là-dessus tout un travail éducatif qui doit aussi se passer à l'école, dans le domaine, de manière à éviter, tant faire que se peut, l'avortement qui ne doit être qu'effectivement, de mon point de vue, qu'une dernière extrémité. Mais heureusement que ça existe, parce que je pense que pour beaucoup de femmes et de jeunes femmes, ça a été une vraie solution et que ça leur a permis d'avoir une vie comme elles le souhaitaient, qu'elles ont choisi. Bien, donc si vous pouviez faire une petite conclusion, Monsieur Pic, sur cette soirée. Et puis, allez-y, une petite conclusion. Alors, allez. Écoutez, je n'avais pas forcément une idée précise, mais elle me l'est proposée par ces personnes à côté, en disant « Ah, ça nous fait penser à Jacques Chaban-Delmas ». Et je dois dire que alors là, vous ne pouvez pas me faire un plus beau compliment. Vraiment. Parce que si un jour je me suis lancé en politique, j'avais 16 ans. C'était en 1974, puisque je suis de 58, j'avais 16 ans. J'étais en mobilette et je connais mes premières affiches pour Jacques Chaban-Delmas et pour son projet de nouvelle société. Et je pense que vraiment, ce pays est passé à côté d'un grand homme. On est en train de passer à côté d'un autre, de mon point de vue, qui s'appelle Philippe Seguin. Pour vous donner des personnages politiques qui, pour moi, sont extrêmement marquants et que malheureusement, la France n'a pas forcément su utiliser ou qu'eux-mêmes n'ont pas su, le moment venu, se mettre suffisamment en avant. Pourquoi je pense à ces gens-là, et je vous remercie de m'y faire penser, c'est parce que je crois, et ce sera là vraiment ma conclusion, et je sais que Christian en est complètement du même avis, c'est que c'est d'abord le politique qui doit être notre réflexion première. Si nous avons une politique, si nous avons une volonté de mener cette politique, on peut tout faire. J'en suis intimement, nous en sommes intimement convaincus, tout est possible si on a la volonté politique de faire les choses, et nous avons cette volonté politique, et je pense sincèrement que c'est ce qui manque dans cette ville de Roubaix depuis de trop nombreuses années, c'est qu'on est dans des logiques d'attrape-tout, d'opportunités politiques, mais pas de volonté politique. Pourquoi j'ai apprécié un homme comme M. Diligent, que j'ai pourtant plutôt connu dans sa fin de vie, à une époque où il avait un caractère qui n'était pas forcément simple au quotidien, je peux vous le dire, c'est qu'il avait une volonté politique. Et qu'à partir du moment où il avait un chemin, il avait tracé un chemin, il s'y tenait et il y allait. Et bien je pense qu'à Roubaix, depuis 10 ans ou 15 ans, il n'y a plus de chemin et on n'y va plus. Et qu'il faut qu'on revienne à des femmes et des hommes politiques, à une équipe
qui est cette volonté politique de dire oui, Roubaix est une ville qui peut redevenir belle, qui peut redevenir conviviale, qui peut redevenir sympa, attractive, et que les personnes âgées n'auront pas envie de quitter pour partir ailleurs, mais au contraire auront envie de revenir. Mais pour ça, il faut qu'on ait une volonté politique très forte. Sachez que non seulement je l'ai, mais je sais que tous mes colistiers, il y en a un côté de moi, mais il y en a là derrière aussi, on l'a très fort en nous, et on l'a pourquoi ? Parce qu'on est roubaisien. Moi, je suis né à Roubaix, boulevard de Cambrai, j'ai fait toutes mes études à Roubaix, j'ai toute ma famille qui est à Roubaix, qui est enterrée, on l'a dit tout à l'heure, à Roubaix. Je ne vais pas aller à Tourcoing, je ne vais pas aller... Comprenez? Alors on me dit quelquefois, mais qu'est-ce que vous... J'ai des copains qui habitent par exemple Marc-en-Barœul ou ailleurs, et qui disent, mais qu'est-ce que tu pars dans cette galère à Roubaix? Mais c'est la seule galère intéressante. C'est la seule qui est belle. Moi, être maire de Bondu ou de Marc-en-Barœul, ça ne m'intéresse pas. Il en faut. Il y a des maires pour ça, ils le font très bien, et tant mieux. Et sincèrement, je ne serai jamais candidat dans des villes comme ça. La seule ville intéressante, c'est cette ville qui bouge, qui souffre, qui vit, qui remue, qui râle. Moi, c'est celle-là que j'aime bien. Et donc c'est ce projet-là, c'est cette volonté que l'on a tous qui nous anime, qui fait qu'on dit aux Roubaisiens, non seulement il faut que ça change, mais nous on vous le dit, on va faire changer cette ville. Voilà. Très bien. Bah écoutez, un grand merci à tous. Merci à vous. Et aux urnes, le 9 là, hein. Allez voter. Ah oui. Allez voter. Pour qui vous voulez, mais allez voter.